Voilà, maintenant, je pense que nous sommes en live. Nous sommes le 21 janvier 2021. Bonsoir Daniel. Bonsoir Guillaume. Alors, on va attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. On va vérifier que tout fonctionne bien, car c'est du live. Ah, moi, j'ai déjà essayé des choses qui cassent la figure. Hop, ça commence bien. Voilà, mais c'est bon. Voilà, j'ai une lumière qui casse la figure sur moi. Donc, attends, voilà, salut les amis, on est déjà une trentaine. Les gens arrivent. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On est une quarantaine, voilà, ça monte petit à petit. Donc, je vous présente, on va prendre le temps de la présenter, Danielle Lenné, quelqu'un qui, je pense, est très inspirante. Et j'ai hâte que nous discutions toutes et tous ensemble ce soir autour d'un parcours inspirant, d'une vision du monde, de la naturopathie, pourquoi pas aussi du Reiki, puis du neurofeedback neurooptimal. En tout cas, c'est ce que tu fais. Salut Cathy, salut Annie, salut Sophie, salut Sandrine, Marguerite, Lily, Stéphanie, Astrid. Merci de nous dire si tout est OK pour vous, pour le son, pour l'image. Daniel, bonsoir, j'espère que tu vas bien, tu as la forme? Oui. Oui. Oui, ça va. Tout va bien. Ça va. Oui. Tu n'es pas stressé? Non. Ah, ça va. Non, ça va. Bon, alors tu vois, il y a déjà plein de gens, on est déjà une centaine de personnes qui se connectent. Mumuphile, Astrid, Stéphanie, Willis, Michel, Sylvie, Sabine, il y a du monde, il y a vraiment du monde. Donc, salut tout le monde. Tout est OK apparemment, tout est parfait, nous dit. Dites-nous, parce que des fois on avait des problèmes de son, dites-nous si ça sature le son, en particulier moi mon micro. Tu peux parler un petit peu Daniel, s'il te plaît? Oui, moi, je vois, ça part en cacahuète. C'est quoi qui part? C'est quand la lampe, elle est tombée. Ah oui, moi j'ai mal pour commencer mon live. Oui. J'ai la lumière, on met de la lumière parce qu'évidemment, on n'a plus de soleil à cette heure-là qui m'est tombé. Ouais, mais tu as une bonne lumière, ouais. C'est vrai que moi, je suis un petit peu terne, là. Mais non, c'est tout blanc. Je vous avais vu, les amis, que j'ai mis des petits animaux derrière qui nous accompagnent, petits cochons, des petites poules et tout. Bon, voilà, j'attends que tout le monde se connecte, c'est bon. Eh bien, on va commencer. Donc, tout est parfait pour tout le monde. Bien, son image. OK, c'est parti. Donc, Daniel, je suis ravi de t'accueillir ce soir. Merci, merci vraiment infiniment pour cette invitation. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Bon, en tout cas, ce que tu fais, je suis tombé un jour sur ton site et sur ta page Facebook et je me suis dit que ton parcours qui avait l'air très, très intéressant, ton approche holistique qui me plaît beaucoup de la santé, qui mêle la santé, la nutrition, sur des choses sur des bases solides, sur des connaissances rationnelles et en même temps liées à un parcours qui est assez spirituel, etc. Et quelque chose d'humain très touchant, parce que tu vas nous raconter un petit peu ton parcours personnel. Donc, c'est pour ça que nous, tu sais, moi j'invite le plus souvent possible des personnes qui puissent inspirer les autres, encourager les autres, qu'un autre monde est possible, d'autres habitudes à mettre en place sont possibles, en écoutant son cœur ou sa tête, en changeant et surtout en incarnant un autre monde, d'autres possibilités. Et je me suis dit, tiens, Daniel a l'air de remplir toutes les cases là-dessus. Alors voilà. Écoute, je dis à peu près qui tu es en quelques mots, et puis c'est toi qui vas parler de toi, évidemment, tu en parleras beaucoup mieux. Donc, tu as 40 ans, tu es d'origine brésilienne. Oui. Tu vis en France avec ton mari et tes 2 enfants. Voilà, tu vas nous raconter, mais au départ, tu as fait des études de droit, donc tu es venu en France pour cela. Tu habites pas loin de la région parisienne, c'est ça, hein? Oui, j'habite à côté de Disney. Ah voilà, d'accord. Et puis, donc, tu es maman de 2 enfants, 8 et 3 ans, qui sont véganes, l'un de naissance et l'autre qui l'est devenu. Tu vas nous expliquer tout ça, parce que beaucoup de gens ici se posent soit des questions dans la transition, les enfants, peuvent-ils devenir végétariens ou véganes? Et il y a des gens ici qui sont véganes, qui sont végétariens, d'autres en transition, d'autres qui se posent des questions simplement par curiosité. Mais en tout cas, l'idée est de montrer toi ton approche et que les choses sont possibles quand on le veut.
et de casser un petit peu les mythes et les préjugés sur toute cette question. Et pour cela, ton parcours qui a été semé de doutes et d'embûches au départ est vraiment très, très intéressant. Donc, on va commencer par le début, c'est qu'à l'âge de 13 ans, tu as arrêté de… Alors, juste pour finir, te présenter, parce que tu auras plein de questions au fur et à mesure. Non seulement tu es naturopathe aujourd'hui, tu as un cabinet, tu es naturopathe et conseillère en nutrition, et tu es maître enseignante Reiki, donc c'est pas rien, et praticienne en neurofeedback. Tu nous expliqueras tout ça, ce que c'est. Mais avant tout, à l'âge de 13 ans, donc tu étais encore toute petite, tu as arrêté de manger des mammifères. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais au Brésil, là, encore. C'est ça, j'étais au Brésil et pour moi, c'était, je sais pas, c'était, moi j'ai toujours des éliminations comme ça. Moi j'ai me posé la question, pourquoi on mangeait la même espèce que moi? Et quand j'ai arrêté de manger de la viande, hein, je disais, bah, je mange pas la même espèce que moi. Finalement, je mangeais, bah, tout ce qui était volaille, les poissons et des œufs et tout ça. Mais pour moi, c'était une évidence. Donc là, c'était quoi? C'était le cœur, le corps, tout parlait comme ça, c'était naturel. Très jeune. Moi, j'ai toujours travaillé avec l'intuition et c'est comme une intuition vraiment de dire non, je peux pas en fait continuer comme ça. D'accord. C'était très fort. Donc c'était une démarche naturelle et c'était pas culturel, c'est-à-dire que c'était pas dans ta famille, toi. Non. Non, personne de ma famille était. Bah, c'était beaucoup de respect, hein. Mais oui, toujours les gens. Mais c'était plus facile hein, parce que c'est plus facile de manger de la volaille pour servir et tout ça. C'était pas compliqué. Oui, c'est ça. C'était beaucoup plus. Et alors, à 15 ans, là, tu es devenue totalement végétarienne. Oui. Bah là, j'ai mes dit non, arrête. On mange plus d'animaux. Ouais. Au Brésil, on mange pas trop de fromage, de laitage, plus de lait. Mais vite, ça m'est de goûter un petit peu. C'est pas quelque chose qu'on buvait beaucoup, mais ma mère, là, du coup, elle apprenait à faire des choses avec du soja. Ma mère, elle est très ouverte aussi. Elle n'est pas végane, mais elle est très ouverte au véganisme. Mais elle était dans cette démarche d'apprendre pour m'aider, pour m'accompagner. D'accord. Et ta maman est toujours au Brésil, elle? Oui. Oui, d'accord. Oui. Elle vient souvent en France, mais oui. Alors, ce qui est intéressant dans le parcours, parce qu'on va parler ensuite, il y a déjà des questions des gens par rapport aux enfants, etc., parce que ça va être très, très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Quand on est enceinte, qu'est-ce qui se passe si on a une nourriture végétalienne et puis après les bébés, etc., etc. On va aborder tout ça parce que je pense que, voilà, tu as creusé beaucoup la question et c'est devenu ton métier. Mais avant tout, dans la première partie, on va présenter ton parcours. Ça, c'est intéressant pour que les gens aient la sensation de te cerner, tu vois, de te découvrir. Et en deuxième partie, on va parler beaucoup plus de santé, de nutrition, etc. Et là, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, tu as vers 25 ans, je crois que tu es arrivé pour un premier stage ou un séjour de 10 mois, d'une année, c'est ça, en France? Tu avais 25 ans. C'est ça, parce que j'avais fini ma fac des droits et pour plusieurs raisons, ça m'a pas plu. C'était une passion, mais que vite a tourné au vinaigre. Et du coup, bah, quand j'ai fini la fac, j'étais un petit peu perdue et je voulais voyager. J'adore voyager et j'ai voulu venir 1 an en France pour voyager, connaître un petit peu, apprendre la langue. Et finalement, c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche pas le végétarisme pour moi? En fait, j'étais pas, ça faisait longtemps que j'étais pas bien. Et venir en France, quitter ma famille, changer complètement l'alimentation, ça m'a fait poser la question. Non, je pense que c'est pas bon ce que je suis en train de faire pour moi. Alors d'abord, c'est ce que tu disais, on arrive en France. En plus, en France, c'est le pays du fromage, des laitages, etc. Beaucoup plus qu'au Brésil, hein, tu nous disais. Donc là, je pense que tu m'avais dit que tu avais pris en quelques mois, en 2 mois, plus de 7 kilos en mangeant plein de produits laitiers. C'est ça. En fait, voilà. On mangeait du fromage. Il est beaucoup moins riche qu'ici en France, hein, et c'était pas beaucoup. C'est plutôt du fromage italien et pas beaucoup. Hein. Et en France, mes amis me disaient, mais il y a 365 types de fromage en France. Il faut que tu goûtes tous avant de rentrer au Brésil. Et en plus, les yaourts, les crèmes lactées en France, il y a vraiment beaucoup. On mangeait de tout ce qui est produits laitiers, beaucoup. Et en plus, comme j'étais là juste pour 1 an, tout le monde voulait me faire plaisir. Allez, il faut que tu goûtes ça, il faut que tu goûtes foie gras, il faut que tu goûtes machin. Et oui, en 2 mois, j'ai pris 7 kilos et je suis toute petite, hein, j'ai 1,53 m. Et du coup, j'ai pris 1 kilo, c'est déjà énorme.
Donc voilà, bon, bienvenue en France. Bon, c'est vrai que Oui. nous, c'est une culture extrêmement pesante, Oui. extrêmement présente partout. On voit dans tous les étalages de grandes surfaces, les petites boutiques de fromage, etc. Les produits laitiers, le fromage, c'est quelque chose de très très dur à remettre en question, même dans l'idée, dans l'approche. On en parlera un petit peu de ça puisque c'est ton métier plus sur l'aspect de la santé, etc. Mais voilà, alors on peut en parler un petit peu de ton parcours au départ. Toi, ce qui t'a tu n'étais pas du tout spécialement une spécialiste de la nutrition. Et même, Non. je crois que tu as eu des soucis en arrivant, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais dans ton stage, etc., tu as eu des problèmes. C'est pour ça que je Oui, oui, tu peux nous en j'ai dit parler. que ben, ma formation en droit, ça me tournait au vinaigre parce que en deuxième année de fac, j'étais harcelée sexuellement. Et bah voilà, c'était vraiment, bah, t'as 20 ans, t'as pas vu qu'il voulait coucher avec toi. C'était vraiment pour me protéger. J'ai eu une boulimie. Et bah, tout ça, j'ai compris après, hein. Oui, oui, Mais j'ai dû prendre ces poids-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens dans la perte de poids, mais c'est pas juste manger. Mais j'avais cette protection, c'est je voulais plus plaire en fait, et du coup, bah oui, on se remplit. Et en fait, quand je suis arrivée en France, j'avais déjà travaillé avec une psy et tout ça. Et j'avais perdu un petit peu de poids, mais voilà, il y avait déjà ces problèmes. Et pendant la fac, c'est pour ça que j'ai dit, j'étais carencée, mais c'est pas juste le végétarisme. J'ai fumé, j'ai fait la fête, j'ai buvais beaucoup, j'ai eu cette boulimie qui a tout déréglé aussi. Alors, subitement, c'est une sorte de harcèlement, et tu penses que c'est une c'est, compensation, une façon de te protéger dans ton corps qui avait, voilà, donc c'est quelque chose qui a compté dans ton parcours finalement, dans la connaissance de ton oui. corps, la compréhension de ton psychisme sur ton corps, sur ton lien avec l'alimentation, etc. Oui, oui, c'est ça. C'est même si je faisais, hein, je suis allée voir un nutritionniste. J'ai toujours été passionnée par la nutrition. J'ai toujours trouvé tellement intéressant tout ça. Le corps humain est tellement une machine complexe et j'adorais ça. Et j'avais envie de bien faire. Mais c'est pour ça que dans l'accompagnement de perte de poids, c'est super important ces côtés psychologiques parce que c'est pas juste manger. On connaît tous des gens qui mangent une pomme et qui grossissent et des gens qui mangent n'importe quoi et qui sont toutes minces. C'est pour ça que pour moi, ces parcours-là, et même de pouvoir comprendre, parce que j'ai fait des formations aussi anorexie, boulimie, mais parce que j'ai vécu et Oui, je sais comment c'est et que c'est compliqué. Tout le monde fait, ah, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Mais c'est dur de s'en sortir de ce programme-là oui, de oui. protection. Hein. Oui, oui. Et alors, du coup, là, quand tu étais en France, tu t'es remise un peu, je crois, à manger de la viande, etc. Et même en cabinet, parce que là, tu avais commencé tes formations en nutrition. Oui. Toi-même, tu parlais de cette carence que tu avais, attention, etc., etc. Ah, dans les études de nutrition, on dit, bah, on parle pas du tout d'apport vitaminique en fait, mais on parlait vraiment de la nutrition. Bah, il faut manger comme ça, il faut manger 2, 3 produits laitiers par jour et tout ça. Et le véganisme, c'était vraiment non, mais femmes enceintes, non, les petits enfants, non, grossesse, pire encore. Et c'était vraiment quand j'ai commencé à voir des gens qui venaient me voir, je disais non, mais vous voyez le végétarisme, j'ai passé par là ça marche pas, c'est pas bon, j'étais toujours affamée, j'arrivais pas à cicatriser, j'ai pris du poids, c'est pas terrible, voilà. J'ai essayé de convaincre les gens de manger, qu'il c'était nécessaire de manger un petit peu de viande. C'est ça. Et alors, du coup, là, c'est intéressant de poursuivre le parcours parce que j'ai l'impression que tout ce parcours-là, tu rencontres le Reiki ensuite, etc. Ça va t'aligner et tu vas justement nous expliquer à quel point tu as commencé à voir ton existence de façon plus complète, plus holistique peut-être. Oui, parce qu'en fait, après, bah, j'ai eu mon petit garçon Oui. et j'ai eu une fausse couche, pour le deuxième. Hein, j'ai eu une fausse couche qui a été très très compliquée à vivre. J'ai super mal vécu, je m'attendais pas du tout que ça soit si dur. Et j'avais vu une psy pendant 6 mois. Mon médecin qui avait dit, bah, vous voyez, avec l'âge, vous allez regretter. Allez, on va faire les inséminations. J'avais fait 5 inséminations, même si j'avais pas de problème. Même mon mari, on n'avait pas de problème, mais on a fait 5 inséminations. J'avais vu une naturopathe parce que j'étais pas naturopathe à l'époque. J'avais vu un ostéo et c'est l'ostéopathe qui m'a dit, bah Daniel, ton ventre il est chaud, va voir une énergéticienne. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. En fait, j'avais jamais entendu parler. Moi, au Brésil, c'est
il y a beaucoup la religion, mais c'était catholique. Et moi, j'avais jamais entendu parler, même de magnétisme et tout ça, je connaissais pas. Et je suis allée chez la personne qui l'avait indiqué et que, avec une séance, je suis tombée enceinte. Mais pour moi, c'est pas que le Reiki m'a fait tomber enceinte, mais pour moi, le Reiki, il a aligné tout ce que Donc, j'avais fait. tu veux dire en une séance, en travaillant énergétiquement pour t'aligner, alors que tu n'arrivais pas à retomber enceinte, là, c'est arrivé tout de suite. Tout de suite. Tu as débloqué des choses, tu as réaligné des choses, quoi. C'est ça. C'est magique. Pour moi, c'était magique. Et j'avais besoin d'aller, je suis allée tous les mois chez ma maître Reiki, Christelle Bernard, j'allais tous les mois, c'était un besoin. Et à 10 semaines de grossesse, et c'était la même époque où j'ai perdu bébé, quand j'ai eu la fausse couche, mon mari, il arrive à la maison avec une vidéo et il dit, Daniel, il faut que tu vois ça. Et je commence à voir, c'est une vidéo de Gary Yourofsky, qui est un militant. Gary Yourofsky, oui. Oui. Et du coup, je dis, mais pourquoi tu me montres ça, en fait? Il me dit, je dis, tu veux devenir végane? Il me dit, oui. Et en fait, c'était très fort, mais très, très fort pour tout. Je me rappelle, on était tous les deux un à côté de l'autre, c'était très fort. Et pour moi, c'est tous ces côtés qu'il a montrés dans la vidéo. Déjà l'aspect animal, mais je pense que c'est aussi ces côtés digestion qui m'a parlé aussi. Et c'est vraiment comme si j'avais enlevé un voile devant mes yeux. C'était vraiment impressionnant pour moi. On est devenu vegan du jour au lendemain. Même si j'étais en famille. Alors ça, c'est formidable quand on fait un grand changement de vie comme ça, à deux, avec son chéri, sa chérie, ça change beaucoup de choses. C'est chouette d'avoir un élan commun dans un couple. Oui. Parce qu'en fait, tout le monde pense que parce que j'avais déjà mes études en nutrition, que c'est moi qui a poussé à aller comme ça. Et même mon mari, il est très timide. C'est mon opposé un petit peu. Et du coup, tout le monde pense ça. Et c'était vraiment très fort. Et pour moi, je suis végane par éthique, en fait. Mais parce que j'ai vu que c'était possible, que c'était viable et que tout marche bien, en fait, même si on est végane, en fait. Donc, ce qui est très intéressant, et là, on arrive vraiment dans ta spécialité, c'est que toi, il a fallu que, au fil de même de ton travail, de ton métier, de tes formations, etc., ce qui n'était pas acquis, puisque dans le domaine de la nutrition et même de la naturopathie, ce n'est pas évident d'aller automatiquement vers le végétalisme et vers le véganisme. Et au fil du temps, tu as été convaincu pour de multiples raisons, pour des raisons éthiques vis-à-vis des animaux, pour une raison de santé liée à ce que tu disais, à la digestion, etc. Pour une raison peut-être même, je sais pas, on n'a pas discuté de ça en ce qui concerne l'environnement, la planète ou quoi, mais j'ai vu sur ton site que tu citais toutes ces raisons-là. Donc ça te paraissait sûrement rationnel et complet d'aller dans ce chemin-là, quoi. Oui, exactement. C'est vraiment, pour moi, il n'y a pas une cause qui est meilleure que l'autre. Quand on parle, il y a des gens qui me disent, oui, mais eux, ils vont parce qu'ils sont écolos. Pour moi, il n'y a pas une cause meilleure que l'autre. Le but, c'est qu'on puisse vivre en harmonie. Et en fait, la cause principale, c'est ce qui nous touche. Et il faut de tout pour faire un monde. Alors, si c'est pour ça, pour le corps, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, c'est juste pour leur corps. Et j'ai dit, bravo, c'est trop bien, vas-y. Et je pense que il y a pas, c'est aussi un petit peu prétentieux de dire que c'est ça ou ça, en fait. Si t'es pas dans mon groupe, t'es pas cool, quoi. Moi, je vois pas dans ce sens-là. Je pense que tout est bon et chaque petit pas compte et c'est génial. Alors toi, avant d'aborder ta grossesse végane, parce que ça va beaucoup nous intéresser, tu vas nous parler de ta grossesse végane, mais avant, tu peux nous redire un petit peu, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ici, ce qu'est le Reiki et ce qui t'a plu particulièrement dans le Reiki et pourquoi tu as pratiqué beaucoup. En fait, le Reiki, pour moi, c'est une technique. C'est une technique japonaise de relaxation profonde, mais pour moi, le Reiki, c'est de l'amour, c'est amour inconditionnel et que tout le monde peut le faire parce que tout le monde s'est aimé et tout le monde a des mains parce que c'est avec le toucher. On n'a pas forcément besoin de toucher le corps d'une personne, on peut faire même à distance, mais on sent cette bien-être, c'est comme si on canalisait cette énergie pour transmettre cette énergie. Mais pour moi, c'est ce que j'explique à mes élèves, même si ça marche pas, juste de poser quelqu'un et les laisser dans une musique douce,
de disposer de son temps pour faire du bien à quelqu'un, c'est déjà énorme, c'est déjà magnifique. Et comment on fait ça naturellement, le Reiki? Quand on a mal au coude, on va mettre la main naturellement au coude. Et en fait, le Reiki, c'est ça. C'est juste qu'on en fait la formation, on va pouvoir travailler sur son développement personnel pour pouvoir travailler son spiritualité. Et spiritualité, c'est qu'est-ce que c'est important pour moi? Pas ce que les autres ils disent, qu'est-ce que la société demande, mais qu'est-ce que c'est important pour moi? Pour moi, c'est ça, les spiritualités. Et c'est ça un développement personnel qui nous aligne. Parce on est OK, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, et on n'attend pas que les autres ils disent ou que les autres ils soient fiers de nous. On est fiers de nous parce qu'on est, juste parce qu'on est. Alors, très bien. Alors, du coup, tu as une vision très complète, un chemin spirituel, un chemin de santé, un chemin de famille aussi, d'une histoire de famille, etc. Et alors, cette grossesse végane, donc, parce que la première grossesse n'était pas végane, mais la deuxième, elle était 100% végane, si j'ai compris. C'est-à-dire, quand on dit végane, hein, pour les personnes qui sont là, beaucoup sont au courant, mais ça veut dire que, eh bien, c'est une nourriture végétalienne, donc qui exclut tous les animaux, la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, etc. Et voilà, c'est sur le plan de la nutrition. Donc, toi, comment tu as vécu cette grossesse? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il y a peut-être des femmes enceintes, véganes, ou qui auraient envie peut-être de l'être, ou d'entamer une transition, et qui se demandent, mais est-ce viable? Est-ce bien pour le bébé? Oui, en fait, c'est ça. Quand j'ai décidé de devenir végane et que j'étais enceinte et c'était bébé très, très désiré, hein, je me suis renseignée énormément parce que avec ma formation, c'était non, non, non. Mais comme j'ai dit, je pouvais pas enlever le voile devant mes yeux. Et du coup, quand on a peur, on apprend pour se rassurer, pour savoir quoi faire. Et moi, j'ai étudié énormément, j'ai rencontré beaucoup. Et dans la littérature anglo-saxonne, il y a beaucoup, beaucoup de documentation, beaucoup d'études qui montrent qu'une grossesse végane, un bébé végane, avec une alimentation variée, équilibrée et avec une supplémentation, on va parler toujours de la B12, hein, c'est notre cheval de bataille en tant que végane. C'est la B12 parce que pour que tout fonctionne bien, c'est le seul qu'on a besoin d'apporter qu'il n'y en a pas dans l'alimentation végétale. Mais pour aujourd'hui, moi j'avais pris des compléments alimentaires véganes pour les femmes enceintes, comme j'avais pris pour ma première grossesse un complément alimentaire. Parce que les aliments d'aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas autant de vitamines qu'il y a 100 ans, hein, et que même si on essaye de manger super varié, moi, je conseille vraiment d'en prendre, même à mes clientes qui ne sont pas véganes, de prendre des compléments alimentaires, des multivitamines pour pouvoir avoir une grossesse sereine avec toutes les vitamines qu'il faut. Et dans mon cas dans le véganisme, ça a super bien marché par rapport au premier. Rien à voir, j'étais super en forme, j'avais fait du sport jusqu'au bout, pour mon premier, j'avais énormément gonflé, j'avais des problèmes intestinaux, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Lié aux produits laitiers, justement, les inflammations, les choses comme ça? Oui, les produits laitiers, c'est pro-inflammatoire, hein. Ça va être pro-inflammatoire, ça va être, c'est pas quelque chose de naturel à prendre, hein. Et on a énormément, en France, et du coup, même pendant la grossesse, il faut consommer du calcium. On nous le dit tout le temps, ça, toutes les étapes de la vie, hein. Et du coup, c'est ça. Et pour ma grossesse d'Elisa, ma petite dernière, c'était génial parce que j'étais vraiment à l'écoute de mon corps. J'étais vraiment à l'écoute de ma faim. Si j'avais envie de manger ça, je mangeais 2 fois mieux, pas 2 fois plus. Et j'ai mes complémentaires, mais c'était un comprimé par jour, voilà, à prendre. Et c'est super bien passé. Et même pour le premier, j'ai eu une césarienne d'urgence. Pour la deuxième, qui c'était impossible que tu aies un accouchement naturel parce qu'une césarienne, il y a
les cicatrices et tout ça, on va faire une césarienne. En plus, mon mari, il est grand, moi, je suis toute petite. C'est un gros bébé, ça va pas passer. Et j'ai eu un accouchement naturel, comme je voulais, un allaitement prolongé. Ma petite, elle a allaité jusqu'à 2 ans parce que on voulait, toutes les deux. Et à partir du moment où j'ai dit je veux plus, on était d'accord toutes les deux. Et ma petite dernière, elle est super à l'écoute de son corps. Elle adore, comme elle a été allaitée longtemps, elle adore les mêmes choses que moi, en fait, les légumes, les fruits. Elle va pas vouloir trop de bêtises, des bonbons, des machins. Elle est très à l'écoute, chose qu'avec mon garçon, que j'avais fait beaucoup de purée, tout mélangé, c'est un goût en fait. Oui. Aujourd'hui, des fois, il faut que je fasse des petites astuces pour qu'il mange des légumes. Et ma petite fille, les brocolis, les haricots verts, c'est comme si c'était des frites en fait. Elle adore. Parce qu'on se conditionne à un goût depuis tout petit. C'est comme ça qu'on fait des enfants addicts ou au sucre ou aux choses un peu plus aux produits transformés ou au gras ou à la viande ou aux choses comme ça ou au fromage, aux produits laitiers. Alors que si on conditionne un bébé très tôt, comme tu dis déjà, au lait de sa maman, mais ensuite qu'à des choses végétales, il n'y a aucun problème après dans le goût. On est conditionné à apprécier ça. Et je pense que c'est ça la richesse aussi quand on commence à prendre sur le végétarisme, qu'il faut changer les choses et qu'il faut apprendre. Hein. Et du coup, les gens, ils commencent à vraiment, moi, l'alimentation à la maison, c'est super varié. Et je pense que c'est ça que je préconise quand les gens ils viennent pour la nutrition. Je dis, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation variée. Pour moi, on est omnivore parce qu'on doit piocher dans tous les aliments les nutriments qu'il faut. Si on mange je sais pas, un super aliment comme les spiruline, qu'on va parler, ou les amandes, on est malade, en fait. Il faut vraiment piocher partout. Il faut vraiment varier le plus possible. Même si on mange une pomme, qui est super, mais il faut manger aussi l'orange, il faut manger aussi le brocoli, il faut manger de tout pour être en bonne santé. Alors, j'ai une question à te poser. Donc, quand tu étais enceinte du deuxième et visiblement une femme enceinte heureuse, légère, équilibrée, c'était quelque chose à nouveau tournant dans ta vie. Donc, il y a un alignement, etc. Mais par rapport à l'alimentation, parce que c'est très important de battre en brèche des idées reçues autour des produits laitiers, etc. Et de dire à quel point les bénéfices d'une alimentation végétale. Est-ce que tu penses que d'une façon ou d'une autre, parmi d'autres choses, parce que la vie c'est multifactoriel, mais de te débarrasser des produits laitiers sur un plan digestif, etc., et assimilation, etc., et aussi la viande, ça t'a rendu plus légère, plus joyeuse et plus en forme. Parce que ça, c'est important d'avoir ton avis là-dessus, non seulement en tant que femme qui a eu un enfant comme ça, mais en plus en tant que professionnel maintenant qui suit peut-être d'autres mamans. En fait, la viande et les produits laitiers, ça va être pro-inflammatoire. Quand on regarde la nature, un bébé après le sévrage, il n'a pas à continuer à consommer le lait. En fait, on va déjà diminuer toute la production de lactase pour digérer le lactose. On va continuer parce que la nature elle est tellement bien faite. On va continuer à produire parce qu'on continue à consommer, mais c'est pas optimal. En fait, ça va être toujours plus bas. On commence et on Alors, note. excuse-moi, juste une parenthèse pour expliquer, les lactases sont les enzymes dans les intestins que l'on produit pour digérer le sucre du lait, le lactose, quand on Oui. est bébé, le Oui, lait de maman. Voilà. c'est ça. Et en fait, c'est aujourd'hui les industriels ils mettent des laits sans lactose, mais ils peuvent pas enlever. Hein. Ils vont mettre le lactase dedans déjà pour que ça soit digéré, pour qu'on n'a pas de ballonnement. Mais c'est pas naturel. C'est ça que je trouve que voilà, c'est aberrant. C'est aberrant. Et les produits laitiers, on a commencé à consommer il y a une 60aine d'années. En fait, c'était pas comme ça avant. Et pour plusieurs raisons qu'on va pas entrer là-dedans. Mais et en fait, on va avoir même avec le yaourt et le fromage une facilité de digestion parce que les bactéries elles vont faire la fermentation et c'est pour ça qu'on sent moins de difficultés. Mais c'est pas normal en fait. Et le problème c'est qu'on consomme matin, midi, soir hein, pour tout. Et comme c'est un produit il y a des études qui montrent que c'est additif. C'est pour ça que les industriels ils mettent au même titre que le sucre partout. Le sucre et le lait, il y en a partout. Vous regardez les étiquettes, il y en a partout. Pour que, on a envie. C'est normal. Il y a des hormones de croissance là-dedans qui c'est pas du tout adapté à notre morphologie. Hein. Quand j'ai fait mes études en nutrition, c'était prenez plutôt des laits des petits animaux
parce que il y a les hormones de croissance, mais même c'est pas naturel. Quand j'ai fait des fois je vais aux écoles pour parler de nutrition et tout ça, je dis mais est-ce que vous pouvez boire du lait de chien? Ah non, non. Bah oui, mais pourquoi vous pouvez boire du lait de vache? Parce qu'on vous a dit. Moi, ce que je veux, c'est que vous réfléchissez. Et même, j'ai fait des petits slides avec une maman qui allait et un bébé veau. Ils disent, mais et pour eux, c'est toujours une maman qui allait. Et je pense qu'une des causes qu'on boit beaucoup de lait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'allaitement aussi, peut-être, en fait, parce qu'on a eu toute cette après-guerre. Allez, les mamans, il faut aller travailler. Oui. On a créé ces laits-là et en plus, on faisait beaucoup de propagande de lait de premier âge. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais voilà, il y a encore en France, j'ai noté parce qu'au Brésil, c'est pas comme ça, mais qu'il y a encore un tabou par rapport à l'allaitement on a construit. On a construit. Moi, j'ai soit des gens qui des fois disent, mais non, les seins, c'est pas pour ça. Ah bon. D'accord. Ça, ok, j'ai compris. Après, je suis pas vraiment pas du tout dans le jugement, mais c'est pour montrer comment tout était manipulé, si je veux dire, mais je pense que tout a une raison d'être, en fait. Il y avait peut-être des bonnes intentions là-dedans, hein, et j'y crois vraiment qu'il y avait des bonnes intentions. Mais voilà, c'est tout détourné. On regardait par là et pas par là. Tu sais qu'en France, au-delà à l'après-guerre en France et dans le reste de l'Europe, non seulement on a utilisé beaucoup les vaches et on a fait exploser la consommation de produits laitiers, bon, et pour des raisons financières et pour des raisons d'apporter des protéines facilement à une population malnutrie, mais en plus on luttait contre l'alcoolisme chez les enfants pour imposer le lait à l'école, le verre de lait à l'école, parce que tous les enfants étaient alcooliques, on leur faisait boire du vin. Enfin, voilà, parce que l'eau était souvent insalubre dans beaucoup de villages, beaucoup de petites villes. Donc, ça a aidé énormément à rendre ce verre de lait absolument naturel à boire tous les jours, tu vois, dans les pays comme la France. Sauf que, comme tu disais très justement, avant et même pendant 300 000 ans de chasseurs-cueilleurs, on n'a jamais bu une goutte de lait. Et je pense pas qu'on ait eu les os moins solides avant. Et ce qui est vrai que c'est intéressant, c'est de comparer aussi avec nos cousins les plus proches, les grands singes, les primates. Boivent-ils du lait après la période d'allaitement? Oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit. On est des grands singes. Pour une bonne digestion, qu'est-ce qu'ils mangent? Fruits, légumes, oléagineux et insectes. Moi, je n'ai pas envie de manger d'insectes et c'est pour ça que je dis, c'est la quantité de viande qu'on a besoin. C'est vraiment très peu et nous, on peut, et pour moi, le véganisme, c'est un choix parce qu'on peut prendre la B12 qui a été développée depuis 1948, mais je pense que il y a des études qui disent aussi, il y a des gens qui vont dire que avant, l'eau, elle était moins aseptisée, les légumes étaient moins aseptisés, et comme la B12, c'est à partir des bactéries, hein, c'est les bactéries qui vont créer ça, peut-être, c'est pour ça qu'on pouvait être vegan avant et qu'il n'y avait pas de problème. Mais comme j'ai dit, il y a tellement de changements, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on préconise la B12 vraiment, vraiment, vraiment. Sachant qu'on vit aussi dans un monde, et ça faut le reconnaître, contrairement il y a des décennies où les sols étaient encore riches en minéraux, etc. Et donc peut-être aussi on peut se dire dans les aliments, comme tu dis, une B12 naturellement plus abondante en dehors de la viande, mais c'est qu'aujourd'hui même dans les légumes et les fruits que l'on mange, sauf quand ils sont encore dans les terres non appauvries, etc. Mais en général, ils ont beaucoup moins de vitamines et de bons nutriments qu'auparavant. Hein, c'est une catastrophe. Donc, d'où la question à se poser, même si on aimerait totalement s'en passer, mais l'intérêt objectif aussi de se complémenter parfois, parce que les légumes et les fruits que nous mangeons sont bien plus pauvres en vitamines que les fruits que nos grands-parents mangeaient. Exactement, c'est vraiment, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup travailler avec des multivitamines de la micronutrition parce que les aliments, même si on essaye de manger des saisons, il y a une autre théorie là-dedans aussi, c'est que nous on était des nomades, alors on mangeait toujours des légumes et des fruits de saison parce qu'on était nomades et que du coup on avait toujours les vitamines. Aujourd'hui, déjà il y a la vitamine D, hein, que moi je parle beaucoup parce que
même là, dans la crise qu'on est en train de vivre, les micronutritionnistes, on parle beaucoup de la vitamine D pour l'importance du système immunitaire, et c'est la vitamine du soleil que, bah, moi, je suis en région parisienne, j'ai pas beaucoup là. Ouais. Et qui fixe le calcium, importante, la vitamine D. Fixe le calcium, c'est Très exactement. important. Et nous, c'est pire que la région parisienne. Moi, je suis en Belgique. Alors, tu t'imagines, la dernière fois qu'on a vu le soleil, c'était il y a quelques mois. Tu sais, le truc, la boule jaune, là, dans le ciel, qu'il y a Oui, parfois. oui, Je me souviens. oui, Alors, oui, oui, voilà, je mets des lampes, mais bon, non, mais c'est vrai que alors il y a quelqu'un qui, c'est Marguerite Nadal, qui dit la B12 n'est pas dans la viande au naturel quand on la donne à ces pauvres animaux. Aujourd'hui, effectivement, de façon directe ou indirecte, mais les animaux n'ont pas accès ne fabriquent pas aussi naturellement qu'avant la B12 puisqu'ils n'ont pas accès aux mêmes prés, aux terres aussi riches qu'avant. Donc, ils la métabolisent pas de la même façon et souvent, c'est artificiellement qu'ils oui. sont enrichis en B12 pour que pour que les gens qui mangent de la viande puissent Ah, zut. au travers de la viande. Même là, Ah, c'est pas naturel. oui, on t'a perdu 2 minutes, de 30 secondes, même pas, 2 secondes. Oui, on t'a vu disparaître, mais on t'a vu revenir. Voilà. Ah, bah, moi aussi, Oui. moi je t'ai vu disparaître. Ah, Ah, d'accord. donc voilà, non, c'est Voilà. pour dire que de toute façon, pour celles et ceux qui se diraient pour la B12, oui, mais c'est vrai que même aujourd'hui, manger de la viande pour avoir de la B12, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de naturel dans les animaux qui sont élevés aujourd'hui, dans les hangars et qui sont tués comme ça à la chaîne en abattoir, puisqu'ils sont enrichis, comment dirais-je, artificiellement en B12, et ce sont les mêmes fabricants à la base en plus. Oui, 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 c'est ça. Parce qu'en fait, c'est des bactéries qui vont faire ça, qui vont transformer ça dans l'estomac des ruminants, en fait, voilà, des animaux qui peuvent fabriquer. Ils fabriquent pas, c'est les bactéries qui vont fabriquer. Et du coup, bah, comme ils sont plus dans le pré, comme tu as dit, c'est les plus grands consommateurs des B12. On fait par ricochet, en fait, en mangeant de la viande. Il y en a un petit peu de B12 dedans, mais c'est parce qu'ils ont déjà pris, parce que c'est un facteur de croissance pour les animaux aussi. Ça. Il y a quelqu'un qui lui dit oui, la D, etc. Et aussi le zinc, très bien pour l'immunité. Oui. Confirme, hein? Oui, c'est ça. La micronutrition, c'est vraiment le sélénium, le zinc. Bah, en véganisme, on va parler du iode aussi, hein, parce que L'iode. l'iode, Explique, les c'est produits, important parce que quand on mange végétalien, on a beaucoup moins accès à l'iode sans poisson. exact. Parce que bah, le sel iodé, il n'est pas autant iodé en France parce qu'on mange beaucoup de produits laitiers. Alors, ils ont diminué l'iode dans le sel pour que bah, on n'a pas un excès d'iode. Mais quand on est vegan, qu'on ne consomme pas des produits laitiers, bah, on va avoir des carences en iode parce que bah, c'est pas suffisant. Après, il faut manger des algues si on aime ça, mais c'est pas. Voilà, on a On peur mange de. beaucoup d'algues. Oui, mais voilà, c'est pour ça que y a des compléments alimentaires véganes qu'on va mettre l'iode, le sélénium, que c'est des vitamines qu'on peut avoir des carences. Mais comme j'ai dit au début, c'est vraiment la B12 qui c'est important. Le reste, on peut apporter par l'alimentation. C'est juste au cas où si on n'a pas une alimentation très variée. Alors, la B12, c'est lié très important pour le système nerveux, etc. L'iode, moi, j'étais carencé déjà en iode il y a quelques Mm. années, je me souviens. Après, ça allait mieux, mais c'était une grosse fatigue. Grosse Oui. fatigue. On ressent une fatigue, hein. Il y a aussi l'oméga 3, faire attention. Oméga 3, bah en fait, ça va être, tout le monde va parler des huiles des petits poissons pour le DHA et le PA, Oui, mais c'est parce que les poissons, ils vont manger les algues, ils vont transformer un DHA et PA, mais ouais. nous, on est capable de le faire aussi, mais à condition de prendre des bonnes huiles avec d'oméga 3 et de vraiment, pour que la digestion soit bien complète, bah, la salive, elle a un rôle à jouer, en fait, et c'est des huiles qui sont très fragiles. On va utiliser vraiment à cru, en fait, parce que sinon, on va dénaturer les omégas qui sont dedans. Et c'est pour ça qu'on n'a pas un bon rapport entre oméga 3, oméga 6, oméga 9. Et les oméga 6, ça va être des huiles pas chères. Et du coup, ça va être, proportionnellement, on va consommer beaucoup et on va être, voilà, ça va être tout déséquilibré.
C'est ça le problème. Alors c'est un peu compliqué l'oméga 3 parce qu'il y a, comme tu dis, toi tu parles DHA et EPA, donc parce qu'il y a les chaînes longues et chaînes courtes, et c'est un peu compliqué parce que souvent on dit oui, il y a quelqu'un qui nous explique oméga 3 huile de colza, mais attention, ce ne sont pas les mêmes les mêmes oméga 3. Et les oméga 3 dont tu parles, dans l'huile de poisson, j'ai vu maintenant qu'on peut en trouver, mais c'est encore assez rare, directement à base d'algues, qui sont les mêmes qu'on retrouve dans les poissons, mais qui ne sont pas les mêmes que dans les huiles de colza, etc. Oui, il y a maintenant quelques labos qui vont faire DHA et EPA à base de microalgues. Et ce que j'ai dit tout le temps, en fait, on a le choix, en fait. C'est juste développer ça. Mais les labos, moi, j'ai des contacts avec des labos, ils sont pas encore, il n'y a pas encore autant de demandes. Et du coup, pour eux, c'est plus simple de faire comme ils ont toujours fait. Mais à partir du moment où on commence à demander, qu'on commence à être nombreux, moi, je suis certaine que tout va changer parce c'est nous l'acteur de tout ça, en fait. C'est dans la demande que ça va passer. Mais oui, il y a des gens qui vont se complémenter en DHA, EPA, mais dans la nutrition végane, on va pas recommander systématiquement, mais si c'est un terrain inflammatoire, s'il y a déjà des carences, bah oui, on complémente pour aider vraiment à monter le taux qui est bas. Mais c'est pas quelque chose c'est obligé, comme obligé, je mets un guillemet, mais la B12. Alors, bon, là, on rentre un petit peu dans des choses un petit peu, peut-être un peu plus complexes, parce qu'on rentre un petit peu dans les vitamines, etc. Cela dit, pour reparler de toi en tant que maman d'un bébé vegan, voilà. Donc, la grossesse s'est très bien passée. Tu as accouché par voie naturelle. Apparemment, tout s'est passé parfaitement. Et alors, mais qui es-tu pour imposer à un bébé une alimentation végane? Tu fais des expérimentations sur ton propre enfant. Est-ce que tu n'es pas un petit peu dangereuse finalement comme maman et irresponsable finalement? Ça a dû mal se passer pour le bébé, non? C'est ça. En fait, c'est pendant la grossesse, je pense que j'ai pas beaucoup parlé sur ça, mais à partir d'un an, quand elle a commencé à manger, qu'ils ont commencé à voir plutôt la famille de mon mari, parce que ma famille, elle est loin, alors ça va, mais la famille de mon mari disait mais c'est pas bien ce que tu fais. En fait, aujourd'hui, avec le recul, je vois que c'était vraiment par peur que mon bébé il soit carencé, qu'il y a des problèmes. C'est pas méchant, mais sur le moment, j'ai super mal pris parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Daniel, tu fais des expérimentations avec tes enfants parce que étudie plus pour pouvoir comprendre que ça va pas. Et moi, j'ai super mal pris parce qu'en tant que maman, c'était vraiment très douloureux d'écouter ça. Mais aujourd'hui, avec le recul et aujourd'hui, quand j'accompagne des parents qui sont véganes et qui sont dans cette difficulté-là de transition avec la famille, de pouvoir qu'ils nous acceptent avec bienveillance, mais je pense qu'il faut toujours travailler sur soi, en fait. C'est vraiment de pouvoir les aimer, les respecter comme ils sont et de pas essayer de les changer. En fait, c'est ça le problème, si je mets des guillemets sur les problèmes, mais on veut, parce on aime tellement, on trouve c'est tellement magnifique ce qu'on fait, en fait, parce qu'on trouve que c'est génial. Et on veut les convaincre que le véganisme, c'est bien. Mais eux, ils sont pas prêts. Ils sont encore dans leur vérité. Pour moi, il n'y a pas une vérité. Il y a plusieurs points de vue. Et en fait, si la personne, elle n'est pas prête, elle se sent agressée, elle se sent jugée, elle se sent en danger. Et qu'on en est en danger, ou on fuit, ou on attaque. Et en fait, moi, j'ai dû vraiment... J'ai mal vécu au début parce que je me sentais attaquée et j'ai pris du recul même avec la famille. J'ai pris un pas derrière. J'ai dit allez, je peux plus. À chaque fois des repas de famille, c'était compliqué. Pas qu'ils étaient difficiles, mais moi je me sentais jugée. C'était moi. C'est moi qui ça me dérangeait qu'ils mangeaient du foie gras à table, mais ils ont pas compris que moi je mange pas de foie gras. Mais c'est un ego aussi de dire eux ils doivent changer et eux ils étaient eux ils peuvent manger de la viande de temps en temps quand ils viennent Après, chez on peut nous. avoir un peu de peine, hein, Daniel, Oui. de savoir toute la souffrance qu'il y a derrière, même si on n'a pas envie de les convaincre ego contre ego et rester zen, ça fait de la peine de les voir à table, sous les yeux. C'est ça, c'est Nous, ça. on est passé de l'autre côté, qu'on a compris, qu'on s'est mis à la place des autres. Ça fait de la peine. Exactement. C'est ça qui doit gérer des fois.
Oui, c'est ça que c'est dur et que c'est pour ça que j'ai même dit à mon mari, j'ai dit, ben, on peut faire d'autres activités qu'on passe pas à table parce que, ok, ils en veulent pas, mais moi, j'ai pas envie de voir le foie gras dans le repas de famille ou un gros poisson ou même la viande. Et en fait, il y avait le problème aussi de, on parle pas aux autres enfants parce ils vont comprendre que c'est des animaux et que ça peut avoir des répercussions. Et c'était très compliqué. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, ça va. Ça va, Et, ça et alors, moi, donc, j'ai une question très concrète. Alors, les amis qui écoutaient là, je vois plein de commentaires passer des questions, par exemple, l'iode et l'hyperthyroïdie, etc., etc. Il y a pas mal de questions. Gardez toutes vos questions et vous allez les poser. On va pouvoir vraiment, si tu es d'accord, Daniel, aborder telle ou telle question liée à la nutrition, et en particulier la nutrition végane, etc. Mais dans quelques minutes, on va aborder ça, on va parler plein pot au ça. Mais alors, je voudrais, moi, savoir par rapport à la... Parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps. C'est par rapport aux petits, aux bébés. Ce qu'ils mangent pour leur croissance, quand ils grandissent à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, est-ce que tu peux nous expliquer dans l'énergie, dans la croissance, etc., pour un bébé vegan, ce qu'il y aurait de différent avec un bébé qui mangerait des produits laitiers, voire de la viande et du poisson? Concrètement dans ton expérience, puisque tu l'as vécu, et aussi de façon rationnelle, puisque tu as étudié la question sur un plan nutritionnel. En fait, c'est l'alimentation, elle va être, on n'enlève pas la viande, on remplace la viande. On va remplacer la viande par les légumineuses, par les oléagineux, et même dans les céréales, il y en a des protéines. C'est parce qu'on consomme énormément. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les insectes, hein, c'est des petites quantités. Et pour les bébés, pour la croissance des bébés, c'est la même chose. On va commencer, même avec un allaitement, à prendre de la B12 à partir de 6 mois, si on a un allaitement. Après, les préparations véganes de bébé, hein, comme un lait végétal de bébé, on va déjà avoir la B12. On va avoir toutes les vitamines dans le lait. Du coup, c'est vraiment comme une croissance normale. Quand on va chez les pédiatres, il va donner la vitamine D et on va continuer avec une alimentation variée. Bien sûr, on va commencer à varier, faire la diversification alimentaire. On va pas me donner, je sais pas, du pois chiche dans le premier repas. Ça va ballonner. Il y a il y a des bactéries qui sont en train de construire là le microbiote pour pouvoir digérer toutes ces vitamines là, tous ces aliments là. C'est vraiment petit à petit. Mais c'est exactement que pour un bébé omnivore en fait. Il y a un suivi pour l'alimentation, mais un bébé allaité, comme c'était mon cas avec Elisa, à partir de 6 mois, on prenait la Veg 1, que c'est ce que je conseille le plus, c'est de la Vegan Society. On prend un quart de comprimé. Alors, quand tu dis la vegan, c'est la Veg1, la VEG1. Hein, okay. Oui, c'est ça. Et après, à partir de 2 ans, on fait un demi-comprimé et ça va jusqu'au 12 ans. Et la Veg1, ça va être avec déjà l'iode, c'est un complément. Il y a un peu de D aussi, je crois, dedans, un peu de D, un peu Il y a un d'iode. petit peu de D, oui, mais voilà, on va toujours un petit peu complémenter sur la 2 puisqu'on n'est pas très bien dosé. Voilà, ça dépend de plein de choses. Hein. Chaque cas est un cas, mais c'est une bonne vitamine que j'ai préfère travailler avec elle, au moins avec les enfants, parce que c'est vraiment un bon labo et que on a plein de spécialistes dedans qui sont véganes, qui savent de quoi ils parlent. Parce que Oui. le labo, ça va pas être toujours la même chose. Hein. Même les médecins, hein, moi je côtoie beaucoup de médecins, ils sont pas tous d'accord. Et par rapport à moi, c'est vraiment toujours n'importe quoi. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, j'ai des micronutritionnistes ou même moi j'ai fait une étude de médecine intégrative avec un docteur qui est gastro-entérologue qui est génial. Mais voilà, on a eu premier jour de cours, j'étais là, oui, mais le véganisme, il me dit, oui, tous les végans sont malades. Je dis, non, 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 non. S'ils vont vous voir, c'est parce qu'ils sont malades, mais moi, quand ils viennent me voir, ils sont pas malades, en fait. Ils ont besoin juste d'un accompagnement. Mais voilà, quand j'ai vu ma pédiatre pour Elisa, j'ai hésité hein, si je parlais ou pas qu'on était vegan parce que ce qui s'est passé, c'est passé. Ce que j'attendais, c'était non, 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 mais madame, moi je connais rien. Mais c'est ça qu'ils ont peur. Si on connaît rien, c'est quelque chose de nouveau, on dit non parce qu'on a peur c'est
notre réputation aussi. Mais le problème, c'est que quand on dit qu'on est vegan, on a mal à l'oreille. Ah, c'est le véganisme. Oui, c'est ça. Mais Il faut dire que pour compléter ce que tu dis, parce que j'ai rencontré des jeunes médecins justement qui passent des fois dans les conférences et je leur demande toujours de témoigner sur le nombre d'heures qu'ils ont dans le domaine de la nutrition. Donc c'est en général proche de 0 dans tout le cursus de la médecine. Il faut savoir qu'on a une médecine, la médecine homéopathique, une médecine symptomatique et de médicaments. Alors il y a des choses extraordinaires dans la médecine, mais sur le plan de l'alimentation, la santé par l'alimentation, il n'y a rien. Et alors le véganisme, j'ai rencontré une jeune médecin qui venait d'être docteur, voilà, et elle avait fait sa thèse justement sur le rapport entre l'alimentation végétarienne et végane avec les médecins. Comment c'était accueilli en général par les médecins, et force est de constater que c'est encore quelque chose de tout à fait méconnu, absolument pas étudié dans les facultés, pas du tout au programme, et qu'un jeune médecin, quand il arrive, qui sort de son cursus, vous arrivez, vous dites, je suis végane, qu'est-ce que je fais? S'il n'a pas étudié de son côté, il n'en sait rien du tout. C'est ça le problème. Oui, exactement. Là, je sais qu'en Angleterre, les médecins ils sont plus ouverts. Aux États-Unis, Canada et tout ça, ils sont beaucoup plus ouverts comme en Allemagne. Mais en France, c'est encore tabou. Pour moi, c'est vraiment un tabou. Et moi, j'ai connu une médecin que j'ai connue qui est pédiatre et elle me dit, moi, je suis végane, mais je ne conseille pas mes patients parce que s'il y a quelque chose, je ne suis pas protégée, en fait. C'est ça, en fait. C'est par peur, hein. C'est par peur. C'est ça. Et alors, donc, ton bébé qui était encore tout jeune, petit à petit, tu l'as amené attends, excuse-moi, je gère en même temps les commentaires. Tu l'as amené à manger petit à petit, quand les dents peut-être ont poussé, j'en sais rien, des choses plus dures, quoi, des fruits, des légumes, des compotes. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour à peu près à quel âge? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, et aussi, j'ai une autre question, comme ça je te les pose, comme ça je te coupe pas après. Et comment tu vérifies un petit peu la santé de ton enfant, etc. Est-ce que si ton enfant est végétalien, à quel âge tu commences peut-être une première prise de sang pour vérifier que tout va bien? Ou qu'est-ce que tu conseilles? Oui ou non? Qu'est-ce que tu conseilles, toi? En fait, c'est toujours la peur. Hein. Je pense que si la maman elle est alignée avec l'idée de je suis végane et tout va bien, il n'y a pas de raison de faire des prises de sang. En fait, si la courbe des croissances de l'enfant est bonne, je vois pas pourquoi si on faire un examen si invasif sur un petit. Après, comme pour tous les enfants, on va avoir un suivi pédiatrique régulier. Et on va voir par la courbe de poids et de croissance que le bébé il se développe bien. Après, on commence à diversification au même moment que pour un enfant classique. Et en fait, aujourd'hui, on va parler beaucoup de diversification menée par l'enfant. Dans le véganisme, c'est un petit peu compliqué parce que quand on va manger des légumes, c'est très imposant dans le petit estomac du bébé. Il va pas avoir assez de calories et on peut avoir des carences alimentaires. Mais moi, ce que je conseille, que je fais avec Elisa, c'était de faire les deux. J'ai donné, par exemple, je cuisais des brocolis, des carottes et tout ça, et j'ai donné des petits morceaux tendres et je faisais des purées où je mettais l'huile, je mettais ce qu'il fallait et j'ai donné les deux en fait, mais toujours plus séparés qui pour mon premier que j'avais tout mélangé, je faisais plus séparés pour qu'elle puisse apprécier les textures et voilà. Mais les chiens ils adoraient parce que ça tombait partout et elle a mangé vraiment et c'est ça que je pense que ça a développé aussi son goût par les textures différentes, par des couleurs différentes. Et on mangeait vraiment comme elle. En fait, on n'allait pas faire un repas spécialement pour elle. On allait manger vraiment pareil. Bien sûr, adapté à sa taille et à sa façon de manger. Quand elle a commencé à avoir même ses petites dents, j'ai donné même des carottes ou j'ai laissé des carottes crues juste pour qu'elle a vraiment, elle ne faisait pas les dents, mais ça faisait du bien. Ou de coco, je faisais beaucoup des grands, les pommes, je faisais des gros morceaux pour qu'elle la suce un petit peu. Et en fait, en sachant qu'un bébé, il a un sens, parce qu'il y a des mamans qui ont très peur
qu'il avale de travers, le bébé, il a un reflux qui est très, très important. Et c'est pour ça qu'on a peur. On dit, oh là là, il est en train de… Mais c'est très important la façon qu'ils ont pour pouvoir dégager un objet qui est dans leur gorge. Mais normalement, c'est ça, il faut vraiment surveiller son enfant, hein, qu'on en donne des morceaux, qu'on ne sait pas encore mâcher. Mais c'est important, comme j'ai dit, la mastication, elle est très importante pour la digestion. C'est pour ça qu'on ne va pas donner de l'aliment qui va avaler sans mâcher, parce qu'il ne va pas pouvoir absorber les nutriments. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut faire les deux pour que ça soit équilibré. Mais en sachant que en Afrique, des fois, les parents ils vont mâcher la nourriture avant de donner à l'enfant. C'est important la mastication. Mais c'est pour ça qu'on fait des purées. Mais je pense que juste faire tout mélanger, c'est pas bénéfique, par expérience personnelle. Alors, en tout cas, de ton point de vue, de ce que tu vis, ce que tu as vécu et ce que tu apprends au contact des gens que tu reçois dans ton cabinet, tu nous confirmes ici, rassurons tout le monde, une femme végane peut avoir une grossesse tout à fait normale et au contraire en excellente santé avec de la joie, de la légèreté, du punch. Un bébé peut grandir en mangeant d'abord le lait de sa maman, ou si c'est possible, voilà, végétal, etc. Et à partir du moment où la croissance est bonne, que l'enfant semble être en bonne condition, en forme, etc., il n'y a aucune raison de s'inquiéter particulièrement. Pas de prise de sang ou de choses comme ça, tout va bien. C'est manger végétal. Ça fait drôle de le dire parce que ça fait des années que je le répète, mais manger végétal, c'est juste naturel. Ça peut être tout à fait normal. Hein. C'est pas une maladie, c'est pas un truc bizarre. Non, c'est pas un truc bizarre. Et c'est vraiment, c'est tellement riche. C'est ça que c'est génial aussi, c'est de pouvoir varier le plus possible. Et sincèrement, il y a des gens, hein, même des adultes qui viennent, je veux des prises de sang, je veux tout ça. Je pense que si tout va bien, on cherche pas le problème où il y en a pas, en fait. C'est ça, l'alignement aussi, hein. Si on est dans le véganisme, si on a peur, il va falloir trouver c'est quoi. C'est pour ça qu'il faut trouver un professionnel pour nous aider, parce qu'on a peur et qu'on a besoin d'être rassuré. Mais aujourd'hui, les études qui montrent, vraiment, il y en a beaucoup d'études sur le véganisme, des enfants qui aujourd'hui sont des adultes, qui ont bien vécu toute leur vie, c'est juste, ça, c'est bien pour nous rassurer. Moi, je connais des gens qui étaient véganes par religion, hein, et que les enfants aujourd'hui, ils ont 25, 30 ans et qui sont super bien. C'est pas dangereux et on peut à tout âge, personnes âgées, tout ça, à condition, moi, je viens toujours la B12, la B12. Mais alors, ce qui est amusant finalement, enfin, c'est amusant, des fois c'est un petit peu lourd à vivre, mais c'est de voir à quel point on nous a ancré dans la tête que si tu manges pas de viande, comment tu vas avoir des forces? Si tu manges pas de produits laitiers, comment tes os vont tenir? Alors que c'est l'inverse, on s'aperçoit qu'on a les os plus solides quand on mange pas les produits laitiers, hein, qui sont très acidifiants. Tu fais attention, toi, à l'acide et au basique? Oui, dans tes recommandations, etc. Les aliments acides, ça va être le sucre, trop de produits laitiers, et sachant que les produits laitiers, même s'ils ont du calcium, c'est l'argument phare de produits laitiers, mais il est absorbé qu'à 30%. Et en fait, c'est tellement acidifiant pour notre corps que le bénéfice-risque, il va vraiment encrasser nos artères et tout ça. Il y a la caséine qui va faire vraiment, comme cette espèce d'école, ça va vraiment, c'est pas bon pour la protéine majoritaire du lait de vache, la caséine. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est pas un produit santé, mais c'est loin d'être un produit santé. Et c'est pas naturel déjà. Quand on regarde la nature, c'est déjà pas naturel. Et on peut rassurer les gens en disant que si tu dis que le calcium d'origine animale est assimilable à 30%, le calcium d'origine végétale, lui, l'est à 70 à 80%. Donc, et voyons les grands mammifères, tous les mammifères, les éléphants, les girafes, et même ceux qui nous ressemblent, les grands singes, etc., ils ont des os solides, le calcium est assimilé normalement, pourtant ils mangent que des végétaux. Donc, nous sommes des grands singes et effectivement, il n'y a aucune raison de croire qu'on a besoin du lait de vache pour récupérer du calcium. En fait, c'est une idée, si on sort de ce contexte de ces 80 dernières années, c'est une idée complètement farfelue, en fait. Oui. C'est comme j'ai dit pour penser au lait de chien, en fait. C'est vraiment, on nous a ancré des choses dans la tête. C'est pour ça que
par rapport on a parlé tout à l'heure du neurofeedback. Pour moi, le neurofeedback, il vient aussi aider à sortir de ces idées reçues, en fait. C'est s'ouvrir aussi. C'est comme si c'était des petites mises à jour. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse ou l'hypnose ou qu'on fasse quelque chose de différent. Je pense que c'est en expérimentant et que voyant que... Et c'est ça qu'on a parlé au début, d'être inspirant ou d'être... On a osé faire. Et du coup, les gens, ils peuvent nous suivre parce qu'on a déjà fait. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est important. C'est qu'on peut rassurer les gens parce qu'on a fait, parce qu'on a expérimenté et que finalement, un jour, on va pouvoir changer tout ça, toutes ces idées reçues, tous ces il faut et qu'il n'y en a pas d'il faut, il faut juste expérimenter et voir comment on se sent. Et par rapport à l'alimentation, c'est ça que je préconise. C'est vraiment de trouver l'alimentation qui me convient. C'est pas il faut que je mange comme ci, il faut que je mange comme ça. Et moi, quand j'ai fait ma formation en nutrition, mes enfants, il fallait qu'ils mangent ça. Mais oui, on veut bien faire, on veut faire parfait, donc on a un peu un stress quand on est jeune parent. Exactement. Combien de fois on a vu, toi tu dois en voir, combien de fois on a vu des jeunes mamans alors là, je ne parle pas des véganes qui disent on doit manger ci, ça, mais je parle des jeunes mamans qui voulaient, et même des femmes très instruites ou des jeunes papas, hein, mais là, j'ai eu une ou deux mamans en tête qui disent absolument, mais vraiment dans une culpabilité énorme si je ne donne pas de produits laitiers à mes enfants. Mais on m'a tellement bassiné les conseils de 2-3 produits laitiers par jour, les médecins qui me disent il faut manger des produits, mais qu'est-ce que je vais faire à mon pauvre enfant si je ne donne pas de produits laitiers? Je suis un bourreau, je vais faire quelque chose qui ne va pas aller dans sa croissance, dans son intelligence. On culpabilise énormément avec ça, hein. C'est dingue. Hein. Et les mamans, elles disent, en fait, je vois des gens, des enfants qui viennent, qui ont toujours des rhinites, des otites. On dit, on arrête les produits laitiers, c'est automatique. Hein, une semaine, 2 semaines après, ils n'ont plus rien. Mais ils disent, mais comment je vais faire? Comment la cantine? Comment je vais faire? Et là, on revient à mes enfants. Là, mes enfants, ils ramènent à la cantine, ils ramènent leur panier de repas. Mais c'était une guerre pour faire le panier repas, parce que il faut manger et que à la crèche, c'était mais madame, comment vous faites ça? Mais elle mange pas de viande. Et je faisais des assiettes, mais vraiment très très colorées, très très. Mais voilà, il y a toujours cette peur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est les rassurer. Et moi, ce que je faisais, c'est donner des infos en fait, d'imprimer des infos pour dire que tout allait bien. Avec le médecin, pareil. Moi, j'avais trouvé un médecin que je pense qu'il y a plein de végans qui connaissent, Dr Bernard Pellet, qu'on a été... On en a parlé tout à l'heure. Il y a eu un commentaire sur le Dr Bernard Pellet qui est à Paris. Hein. Oui. Et du coup, on s'est vu plusieurs fois. C'est vraiment un médecin qui est très ouvert, qui est dans cette optique-là. Il reçoit des véganes... vraiment, il est médecin nutritionniste et des fois, je vais envoyer les mamans qui sont très, très dans beaucoup de peur. Je dis, allez-y voir Dr Bernard Pellet parce que ça va... Le but, c'est rassurer la maman pour qu'elle puisse être alignée et aider son enfant, en fait, à s'épanouir dans cette alimentation. Et j'ai envie de rajouter quelque chose, moi, à laquelle je tiens. Alors, c'est un point de vue, ce n'est pas qu'un ressenti, c'est aussi ce qu'il me semble vérifier. C'est quelque chose, peut-être un point de vue, peut-être un peu plus holistique, c'est en même temps sur le plan nutritionnel, sur le plan des énergies et de ce que l'on prend des animaux en nous, etc. C'est que pour les enfants, alors voilà, c'est un point de vue. Encore une fois, il ne s'agit pas d'assommer d'idées, de nouvelles vérités, etc., d'imposer aux autres. Mais je pense que la meilleure façon de garder ses enfants dans la pureté, dans quelque chose de pur, le plus pur possible. On souhaite quoi pour ses enfants? Qu'ils soient purs, qu'ils ne soient pas contaminés, pas empoisonnés, tant mentalement que dans les charges énergétiques, que dans le corps, dans les cellules, etc. Et je pense sincèrement que le meilleur moyen d'empoisonner, d'alourdir les enfants sur les différents corps visibles et invisibles, c'est vraiment les charger de cadavres animaux, de produits laitiers, de ces choses très lourdes, très compliquées à digérer et pas que dans l'estomac. Et alors que pour moi, apporter du végétal, du bio, aussi beaucoup de cru, enfin beaucoup de vivants dans l'alimentation, peut-être qu'on va en parler, etc. C'est une façon de laisser une chance à nos enfants d'être le plus pur, le plus longtemps possible. Oui, exactement. Je pense que la nourriture, comme tu dis, la nourriture vivante, la nourriture, c'est une énergie.
qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, elle nous entoure partout en fait. Tout est énergie. Et en fait, d'avoir des aliments, et on parle de l'énergie des aliments par rapport à cette énergie-là, qui c'est pas calories, c'est vraiment de cette énergie de. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important que chacun puisse connaître son alimentation, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas de bien. Et je pense qu'il y a plein de choses à connaître et je pense que c'est toujours revenir à soi, voir qu'est-ce que dans son spiritualité, de cette qu'est-ce que je veux pour moi vraiment. Parce que moi, j'ai des gens qui sont là, ouais, mais j'aime beaucoup le goût, non, je vais Oui. jamais passer à ça. Je dis, mais voilà, j'ai vraiment pas de jugement là-dedans négatif. Je veux dire, il est pas prêt, la personne, elle est pas prête. Et voilà, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment qu'on puisse faire l'exemple pour que ça puisse changer et que ça soit plus accessible aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Les gens, ils sont en train d'expérimenter dans les restos qu'on y a une option végane et tout ça, même s'ils sont pas véganes. Et je pense que c'est chouette de pouvoir en parler. Alors justement, il y a une notion intéressante. Après, on parlera, c'est intéressant aussi parce que là, on connaît beaucoup moins. C'est le neurofeedback, etc. Tu nous en parleras un petit peu aussi. Ça, c'est très intéressant. Je suis allé voir. J'avais déjà croisé un spécialiste de la question. Je l'ai pas expérimenté moi-même, mais j'étais très intéressé. Je voulais y aller, plusieurs séances, et c'est trop loin chez moi. Mais on en parlera après. Ça intéressera peut-être les gens. Mais je voulais revenir à cette idée. À cette idée de notre rapport avec l'alimentation qui est comment dirais-je, parce que quelqu'un a dit ici, nous sommes ce que nous mangeons, c'est de peut-être inviter chacun avec ses codes, sa volonté, son rythme, etc., sans jugement comme tu dis, mais à être responsable et à l'écoute, responsable de ce que nous mangeons, ce que nous mettons dans notre corps, comment nous alimentons nos cellules, et puis, comment dirais-je, se tenir à l'écoute de soi. Parce qu'on n'apprend pas à la cantine, à l'école, tout ce qu'on nous donne d'industriel, les boîtes, les machins, etc. On mange sans prendre le temps de manger en conscience, etc. Et on n'apprend pas à s'écouter. Oui, oui. Mais un enfant, un bébé, il va demander le sein. C'est pas juste quand il a faim, parce qu'il a besoin de confort, il a besoin de câlin, il a besoin d'être rassuré. Et pour moi, l'alimentation, elle n'est pas qu'un nutriment. L'alimentation, c'est cette joie de partage, c'est le goût, c'est la couleur, c'est la fête. Et en fait, c'est pour ça que, quand j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à être trop, c'est comme ça, je trouve que c'est pas sain, en fait. Et beaucoup des gens qui viennent dans le véganisme, ils ont tellement peur et que la peur, biologiquement, ça va apporter des choses qui sont pas bonnes. Ça vient dans l'énergie aussi, hein. Quand on a l'énergie, pour moi, l'énergie de la peur, elle est opposée de l'énergie de l'amour. Si on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. Et en fait, c'est juste apporter de l'amour et de connaissance, hein, et la connaissance de soi. Parce que du coup, on va, comme tu dis, en fait, c'est pouvoir se connaître, c'est de dire, bah, après avoir mangé un gros steak, peut-être je me sens pas bien, ça brûle, j'ai du mal à aller à la selle, ou j'ai des ballonnements, j'ai des gaz. C'est ça, la connaissance de soi, c'est voir, cet aliment me fait du bien, je suis au taquet, mon cerveau, il fonctionne bien, et je pense que c'est ça que c'est important avec l'alimentation, et comme l'alimentation elle est très variée, des fois on sait pas trop. Et comme j'ai dit, pour les programmations qu'on met dans la tête, c'est si tu finis pas ton assiette, tu auras pas ça. Si tu veux manger sain, bah tu peux pas manger de sucreries. Tu vois, c'est des idées reçues on passe de génération en génération, et que du coup finalement on réfléchit même pas. Comme le lait, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, on n'arrive même pas à penser qu'un lait de vache, c'est dégoûtant. Mais voilà, c'est de penser autrement. C'est ça que je pense que revenir à soi encore et voir revenir qu'est-ce que c'est important pour moi et comment faire autrement. On nous a posé des questions tout à l'heure sur Gary Yourofsky. Oui, c'est bien le militant qui a fait cette conférence, le discours le plus important de votre vie, c'était le nom de cette conférence, et qui a bouleversé quand même des milliers et des milliers de personnes avec un discours impactant, une conférence d'1 heure qui a beaucoup tourné sur Internet pendant des années. Donc, c'est bien de cette conférence dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui, oui. Mais comme aujourd'hui, beaucoup de gens qui viennent me voir, c'est Game Changers. C'est vraiment ça, parce que tout à l'heure, dans les commentaires, on en parlait parce qu'on nous disait il y a beaucoup maintenant de grands sportifs, justement, qui adoptent une alimentation végane pour plus avoir ces problèmes inflammatoires, pour avoir plus d'endurance,
plus de force, des muscles qui avaient moins de blessures, etc., etc. Tu peux nous confirmer que le sport et le véganisme, enfin, en tout cas le végétalisme, manger végétal, ça n'est pas opposé, bien au contraire. Ah non, c'est vraiment aujourd'hui de plus en plus des sportifs voir la qualité. C'est encore une fois revenir à soi et de voir que la récupération elle est plus rapide, que on est plus performant. Et aujourd'hui, Game Changer, c'est vraiment, je trouve extraordinaire parce qu'il montre vraiment avec des examens biologiques comment manger de la viande, elle va vraiment plomber notre énergie et notre digestion, et que de manger végétal, manger vivant, ça va aider à toute cette biologie du corps, en fait, au bon fonctionnement du corps. Après, il y a tellement de choses. Des fois, les gens, ils viennent me voir parce que on va parler beaucoup de l'anémie, parce que le fer est minique, non héminique. Mais en fait, il n'y a pas que l'alimentation qui va faire qu'on soit malade ou qu'on n'a pas assez de telle ou telle vitamine. Des fois, c'est un problème intestinal où en fait, c'est beaucoup d'antibiotiques qu'on a pris ou une alimentation qu'on en était en enfance ou trop de poussière quand on était petit. On va créer un système immunitaire qui va être plus problématique que d'autres, mais c'est pas juste l'alimentation. C'est ça que des fois on veut tout simplifier, mais c'est pas simple. L'humain il est très complexe. C'est pour ça que je pense que la médecine qui va venir et que j'espère vraiment que ça soit personnalisé, parce que on est tous très très différents, on est vraiment uniques, et en fait il faut prendre en considération plein de sujets pour y être en bonne santé ou pas. Mais quand il y a des médecins qui disent oui, les végans ils sont malades, les gens qui mangent de la viande c'est ça, c'est pas vrai. Il y a tellement de facteurs. On est vraiment à année-lumière de savoir tout sur cette machine qui est incroyable. Voilà, ça c'est important pour pas nous-mêmes limiter notre discours, celles et ceux qui prônons l'alimentation végétale pour des raisons de défense animale, de santé, d'environnement, etc. Que tout est multifactoriel, c'est la qualité de nos pensées, notre vie, ce que l'on respire, si on va dehors voir la nature, le soleil, nos relations avec les gens, si on est heureux dans notre vie, si on a beaucoup de frustration, si on a du stress ou non, comment on gère nos émotions, notre alimentation, etc., etc. C'est un tout. La santé. Oui, oui, c'est exactement ça. On ne peut pas simplifier. À force de trop simplifier, on rate plein de choses et on ne peut pas faire la même comparaison. Un enfant, moi, j'étais omnivore quand j'étais petite et je suis petite. Et c'est pas parce que ma fille aujourd'hui, elle est pas petite, mais on peut dire elle est pas grande, mais c'est pas parce qu'elle est végane, c'est parce que elle a une maman qui est pas très grande déjà. la maman qui est pas grande. Mais on peut arriver là. Vous voyez, c'est toujours de chercher la petite bête où il n'y en a pas, en fait. Oui. Alors, il y a Caroline Tacha et d'autres personnes, parce que là, il y a eu une question de Caroline Tacha qui demandait si tu faisais des interventions des fois dans les écoles, tu faisais de la pédagogie, etc. Et je vais étendre la question parce que je sais qu'il y a plusieurs naturopathes en herbe, enfin en études, qui sont en cours de formation de naturopathie, donc Caroline et d'autres personnes ici aussi. Et qui vont aussi vers justement une alimentation, bon, quand on est naturopathe, on va vers quelque chose de plus de l'ordre plus justement de la prévention avant la guérison pour chercher l'équilibre. Tu me parlais beaucoup du terrain, mais tu vas nous parler du terrain par rapport à la peur du virus, etc., quels qu'ils soient les virus. Mais pour revenir à ça, est-ce qu'il est aujourd'hui simple de monter un cabinet quand on est naturopathe, d'autant plus naturopathe vegan? Est-ce que tu as du monde qui vient te voir et est-ce que c'est un peu plus important au fil des années ou non? Ça, c'est intéressant de voir s'il y a une tendance ou pas. Et puis, depuis combien de temps, toi, tu es installé? Comment ça se passe? Est-ce que c'était compliqué de t'installer? Mais ça peut être vraiment intéressant pour les autres personnes qui te suivent. Moi, j'ai reçu beaucoup de demandes d'étudiantes naturopathes pour savoir qu'est-ce que j'ai fait comme formation pour que je puisse, quelle école j'ai fait parce qu'ils veulent travailler dans le véganisme. Comme j'ai dit, c'était vraiment, moi, j'étais autodidacte pour plein de choses et dans le véganisme, c'était ça. En fait, aujourd'hui, j'ai tout dit toujours, tous les jours sur le véganisme parce que tout est très complexe et il y a plein de choses qui changent au fur et à mesure. Je pense que pour être un naturopathe, il faut avoir cette envie d'apprendre, de pas rester dans ses acquis. Mais moi, j'ai fait vraiment progressivement. J'avais fait déjà la nutrition
et j'ai commencé petit à petit. Je travaillais à Disney et je faisais, quand j'étais un 4 jours par semaine à Disney et j'avais mon cabinet. Et finalement, quand je suis devenue végane, j'ai dit, de toute façon, j'aurai plus de clients, c'est pas grave et tout. Et comme j'ai eu la fausse couche, j'avais fait un break. Et comme je t'avais dit, en fait, pour moi, cette fausse couche, c'était un cadeau après, qu'aujourd'hui, je vois comme un cadeau, pas que ça soit, je suis super contente d'avoir perdu mon bébé, mais ça m'a ouvert plein de choses. Et finalement, je me suis formée au Reiki, je me suis formée à la naturopathie, mais c'était pour moi, parce que j'avais marre d'aller voir des professionnels qui me disaient, je sais pas, prends un Doliprane, oui, mais c'est dans la tête. Et en fait, je voulais comprendre mes douleurs, mes maux, mais c'était toujours pour moi que j'ai fait ces formations-là. Le Reiki, c'était ça. J'ai dit, j'arrête de payer, j'ai fait pour moi et pour mes enfants. Et finalement, tout est venu comme un Tetris, en fait. Ça faisait, tout est venu parfaitement, c'est emboîté. Et même le neurofeedback, c'était une intuition voilà, je connaissais pas du tout et que j'ai dit, oui, c'est génial. Ça venait compléter, mais j'avais même pas cette idée que il fallait faire ces 3 axes, corps, mental et esprit. Mais après, j'ai rencontré quelqu'un qui louait le cabinet 1 fois par semaine. J'ai dit, oui, comme ça, je sors de ma zone de confort. Et finalement, petit à petit, j'ai augmenté mes jours. J'ai diminué à Disney jusqu'à que j'ai quitté Disney. Et là, je suis en cabinet plein temps depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et ça se passe super bien. Mais je fais beaucoup de choses parce que je vais faire les formations Reiki, je vais faire les séances de neurofeedback. Il y a des gens qui vont venir pour le neurofeedback, mais moi, je peux pas juste séparer, ou même pour le véganisme. Il y a des gens qui viennent qui est pour le véganisme, mais je peux pas ne pas étudier leur dossier médical d'avant, en fait, pour voir s'il y a déjà des carences, s'il y a déjà des problèmes d'immunité et tout ça, pour pas faire une bêtise. Dans la naturo, on va travailler vraiment l'alimentation, on va travailler le terrain, on va travailler s'il y a des problèmes hormonaux, ou vraiment aider à accompagner un traitement médical. Mais c'est toujours dans ces soucis d'épanouir et de faire de sorte que ça se passe bien. Pour moi, c'est important que la personne elle puisse comprendre ses douleurs, pourquoi elle a créé cette maladie, même si ça peut faire quoi. Mais pour moi, les maladies, c'est juste un rappel de stop, ça va pas en fait. Réfléchis, oui. Change de façon de faire. Et c'est pour ça que le neurofeedback, je trouve que c'est intéressant. Alors, tu nous expliques ce que c'est le neurofeedback, parce que, à mon avis, il y a peu de monde qui, je crois, qui sait exactement de quoi il en retourne. Le neurofeedback, c'est un système, un logiciel qui vient des États-Unis. Ça fait une vingtaine d'années qu'il existe aux États-Unis. C'était développé par des psychologues. Et en fait, ça va être vraiment une séance de relaxation profonde, comme le Reiki. Mais on va vraiment, pour moi, c'est comme une petite mise à jour. Les mises à jour, on fait tous les jours. À partir du moment là, aujourd'hui, quand vous avez entendu des choses que vous avez jamais réfléchi, c'est peut-être une mise à jour que vous avez fait. Ou alors, quand on va marcher dans la nature, on voit quelque chose, ça, c'est une mise à jour. Et en fait, le neurofeedback, c'est vraiment l'analyse de notre activité du cerveau, parce qu'on a des petits capteurs sur la tête, et il va couper la musique quand l'activité elle est un petit peu instable. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est juste que à la place de faire ça, il a fait ça. Et en fait, c'est là, on va couper la musique parce qu'il va analyser vraiment 160 fois par seconde et il coupe la musique et ça donne un signal. Comme sur l'autoroute, quand on est sur l'autoroute, il y a les bancs d'arrêt d'urgence. Quand on sort la première fois, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je peux sortir ou je peux revenir. Là, avec le neurofeedback, c'est signal, cette coupure, elle est juste ça. C'est juste un signal que le cerveau il interprète au fur et à mesure que qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il va pouvoir faire sa mise à jour. Il n'y a pas d'induction en disant, il faut être comme ci ou il faut être comme ça, mais c'est juste le cerveau qui va s'entraîner, qui va comprendre que à chaque fois que ça fait ça, mais pour moi, c'est une méditation profonde. En fait, c'est comme une méditation, c'est pour que le cerveau se recalibre selon sa plasticité naturelle, quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc, c'est une méthode, tu utilises un ordinateur, un logiciel, et tu peux travailler le patient ou la patiente pour que d'elle-même, le cerveau se recalibre bien et quoi. Donc, c'est quoi les avantages?
Alors, il y a des choses, c'est très rapide, c'est ce que j'adore, en fait. Avec les enfants, des fois, bon, moi, j'ai dit, on est des couches d'oignons, en fait. Et les enfants, ils sont plus petits, alors il y a moins de couches. Et des fois, les enfants, ils viennent pour une problématique spécifique. Des fois, on n'a même pas à parler. Des fois, j'ai des enfants qui viennent pour du pipi au lit, qui veulent pas me dire, et que ça va très vite, ça passe très vite. Ils vont avoir une confiance en soi. On va parler aussi, hein, je parle beaucoup, tu as vu, hein, que je parle beaucoup. Alors, je parle beaucoup avec les enfants aussi. Et du coup, on arrive à voir ses peurs et tout ça. Le neurofeedback, c'est chouette aussi avec un traitement, avec la psychologue. Si quelqu'un voit une psy et on voit, ça va être deux axes différents. Ça va être plus ses côtés inconscients. Comme je disais, on a des programmes qu'on se met dans la tête, hein, tout petit, par exemple, tu as vu une araignée, tu étais tout bébé, tu as vu une araignée, ta maman, elle a crié, tu as eu peur, tu avais 1 an, tu avais peur, et en fait, tu vas développer une phobie d'araignée. Mais tu vas faire les mises à jour. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire les mises à jour. Et en fait, il y a des programmes qui vont mettre d'autres programmes, qui vont mettre d'autres programmes. Et en fait, quand on fait des séances, mais c'est pas que le neurofeedback, ça peut être plein d'autres choses, hein, mais on va travailler ces couches pour revenir à l'envers. Et un événement comme ça que toi tu te rappelles pas, ta maman elle se rappelle pas et que tu bloques la vie, c'est totalement inconscient, mais en travaillant sur le cerveau, on va pouvoir faire cette mise à jour là. Quelqu'un qui a des angoisses, des troubles nerveux, peut-être même travailler sur des addictions, des choses comme ça peut aider du coup. Oui, on travaille pas sur quelque chose de spécifique. Le but c'est que on puisse, c'est une amélioration globale. Mais Alors je vais me sentir quoi, plus concentré, mieux dans ma tête, avoir on va dire une vivacité optimale dans mon cerveau si je fais ça. C'est ça. Pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est une méditation profonde. Si on arrive à méditer, bah voilà, pour moi, c'est la même chose. C'est comme la méditation. Là, c'est plus simple. Et pour moi, c'est exponentiel, en fait. On va faire une séance de neuro qui dure 33 minutes et que ça va être très, très important. Les changements, je reçois des gens que c'est très rapide, les améliorations, qui sont en dépression et tout ça, et que très rapide l'amélioration. Mais c'est pas tout le monde pareil. Ça peut être des gens qui vont venir pour un problème de sommeil, qui va devoir faire 4-5 séances avant de commencer à dormir. Et il y a des enfants avec des problèmes de sommeil qu'avec une séance, ça peut aller mieux. Mais il n'y a pas de spécificité, on va faire ça pour ça. Ça, c'est le neurofeedback linéaire qui est fait par des médecins et qui va vraiment stimuler des zones du cerveau. Là, il n'y a pas de stimuli. C'est vraiment la coupure de son qui fait qu'on fait la mise à jour. Alors, toi, allez-y, les amis, si vous voulez découvrir un peu cette méthode, hein, le neurofeedback. Alors, toi, c'est Neuroptimal. De toute façon, tu en parles un peu sur ton site web. Dans le commentaire dans la présentation de cette vidéo, de toute façon, j'ai mis ton site web et ta page Facebook. Moi, je trouve que ce serait sympa d'aller liker la page Facebook de Daniel parce qu'on a besoin de gens dynamiques, souriants, positifs qui nous aident à changer nos habitudes. Donc, allez l'encourager, la soutenir. Je pense qu'aussi, en plus, alors toi, dans ton cabinet, donc tu reçois de façon globale avec différentes méthodes, différentes approches, on va dire. La pure nutrition, le Reiki, le neurofeedback, etc. Et donc maintenant, tu es contente parce que ton cabinet, tu as à temps plein. Donc, tu peux encourager les gens qui sont ici. Non seulement la naturopathie, c'est quelque chose qui a heureusement aujourd'hui un peu le vent en poupe, mais en plus, tu leur conseilles d'avoir une approche un peu globale et s'écouter pour ne pas peut-être se contenter à une seule approche, peut-être, c'est ça, hein. En fait, les naturopathes, ils vont se spécialiser parce que c'est très large. C'est très large, la naturopathie, oui. Et en fait, on va se spécialiser et je crois vraiment qu'on attire les gens qu'on est semblable, qu'on a eu l'expérience. Et en fait, c'est ça pour moi, c'est spécialisé. C'est par exemple travailler sur la perte de poids ou d'accompagnement parce que j'ai vécu et je sais comment c'est et je peux accompagner les gens. Et je pense que c'est cette grandeur des choses, moi, quand j'ai commencé, les gens ils disaient mais il faut vraiment que tu mises une seule chose. Je pouvais pas parce que je suis très curieuse, j'ai envie de faire plein de choses et je comprenais pas comment j'allais caser tout ça. Et finalement, aujourd'hui, ça marche et les gens sont super contents. Et moi, je suis ravie parce que c'est avec une grande passion que je fais ça. Mais après, c'est s'écouter aussi. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Je pense que travailler, il faut que ça soit quelque chose qui nous fasse plaisir. Et moi, quand je sors de chez moi pour aller au cabinet, je suis vraiment super contente de le faire. Et quand on fait ces métiers, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais c'est quand que ça va marcher, tout ça, qu'est-ce que je dois faire?
Moi, je pense que le positif attire le positif, qu'il faut savoir ce qu'on veut et qu'il faut savoir lâcher prise aussi, voir dans le négatif, c'est pas s'attarder dans le négatif et voir qu'est-ce que je peux apprendre avec pour pouvoir évoluer. Et des fois, il faut du temps. Il faut juste du temps. Le temps, il est important pour la guérison, pour se perfectionner, pour avoir des expériences. Et des fois, on veut tout de suite. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La nature, là, nous montre qu'il faut attendre. En tout cas, merci pour tous tes conseils. On peut, une question, tu fais des consultations uniquement en ton cabinet ou tu prends des consultations aussi en visioconférence parce que J'ai fait beaucoup de visioconsultations pour les véganes et pour les autres aussi, hein, mais parce que comme il y a toute cette approche dans le cabinet, les gens ils aiment bien venir au cabinet parce que c'est différent, mais je fais beaucoup de consultations en visioconsultation et je suis sur Doctolib, il faut juste cliquer sur visioconsultation et on tape ton nom sur Doctolib et on te trouve. Et puis on peut trouver les liens via ton site web, je suppose. C'est ça, oui, il y a tout. Et il y a aussi sur mon site des calendriers pour prendre rendez-vous avec moi s'il veut parler avant de prendre rendez-vous pour savoir si je peux aider ou pas. Et comme ça, j'appelle. Il y a un calendrier pour que j'appelle pour qu'on puisse parler un petit peu si la personne elle hésite encore parce qu'elle ne sait pas si je vais pouvoir aider. C'est avec grand plaisir. Bon, voilà, écoute, il y aura peut-être des gens qui auront l'idée de venir te consulter ou peut-être d'envoyer des personnes. Il y a quelqu'un, on peut prendre juste quelques questions maintenant pour terminer, Oui. peut-être. Karine qui dit « Gros problème d'addiction au sucre. Traitez-vous ceci en profondeur ». Oui, en fait, le sucre, comme il y en on est beaucoup à avoir ce problème d'addiction au Ah sucre oui. dans nos générations. Le sucre, c'est additif. Il y a plein d'hormones qui va faire que ça nous fait plaisir hein, de manger du sucre, mais c'est aussi comme j'ai dit, des idées reçues aussi. Hein. On ne peut pas travailler juste un axe. Il faut travailler aussi cette idée reçue. Par exemple, quand on était petit, si tu fais quelque chose de bien, tu as un bonbon. Du coup, il y a des hormones, il y a des idées reçues, il y en a cette addiction parce que c'est vraiment une addiction. Pour moi, j'ai conseillé des petites choses que je conseille. C'est par exemple tout ce qu'on veut changer dans la vie, il faut au moins, on parle beaucoup des 21 jours, 3 semaines. Et en fait, c'est de diminuer le sucre pendant 3 semaines, mais pour pas être frustré, parce que j'aime pas la frustration, je pense que le changement, ça peut passer toujours en douceur, c'est de dire, par exemple, je peux manger du sucre, mais juste une fois par jour. Et en fait, en chrononutrition, on parle, le meilleur moment de manger du sucre, ça va être à 4 heures, 4 heures, 5 heures, l'heure du goûter. Et bien sûr, c'est le bon sucre. Mais quand on est addict, moi, j'ai dit, allez-y, vous voulez manger, par exemple, un dessert à midi, vous avez mangé votre dessert de la journée. Si à 4 heures, ça arrive quelqu'un avec un gros gâteau, vous n'allez pas en manger, mais vous dites, je mangerai demain et je les garde pour demain. Comme ça, on est moins frustré et on mange une fois par jour. L'index glycémique, et même la glycémie, elle va pas monter 2 fois de la journée comme ça. Ça fait du bien et petit à petit, on va apprendre nos papilles gustatives à manger moins sucré. Essayez hein, le café, par exemple, les gens qui vont mettre 2 cuillères de sucre, on commence 1 cuillère de sucre, c'est pas bon. Au fur et à mesure, on va s'adapter parce que les papilles gustatives, elles changent et au bout d'un moment, on va diminuer encore et après, jusqu'à passer au café sans sucre. Et les gens qui arrivent à passer au café sans sucre, quand ils boivent du sucré, ils aiment pas. Mais tout ça, voilà, il y a un changement. Comme pour les enfants, on dit goûte. Nous aussi, c'est à force de le faire pour tout. Hein, si on veut faire du sport, si on veut arrêter de manger des junk food, c'est de vraiment penser ces 3 semaines. C'est pas que c'est acquis. En fait, on peut se reconditionner à autre chose, vraiment. Oui. Mais on s'aperçoit aussi, comme nous sommes des machines affective, notre affect nous influence énormément selon les périodes. Par exemple, on peut avoir une addiction de fond, par exemple au sucre, et je m'aperçois que si des moments où on va moins bien, on a besoin de plus être sécurisé, cajolé, pas bien en tête, etc. C'est là où on va compenser. Alors il y en a, ils vont compenser peut-être vers d'autres choses ou plus ou moins graves et impactantes sur le corps, mais en tout cas, c'est aussi des formes de compensation sur un plan affectif, le sucre. Hein.
Oui, mais c'est pour ça que moi, j'ai besoin de travailler sur l'axe mental et spirituel, hein, cette énergie, parce que pour moi, c'est deux techniques que j'utilise, c'est enlever la tête de l'eau pour après apprendre à nager. Parce que si je donne plein de conseils, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut manger ça, Ouais, ouais. ou arrêter de manger ça, les gens, ils disent, mais j'arrive pas, je suis frustrée, je suis énervée, j'arrive pas à perdre du poids, j'arrive à faire... Et en fait, euh, il faut travailler en parallèle cette spiritualité, cette recentrage, hein, et aussi lâcher ses frustrations, lâcher, c'est ça que le Reiki fait aussi. On va lâcher les frustrations, les colères, les culpabilités avec des séances de relaxation profonde. C'est pour ça que après il y a plein de méthodes et je pense que c'est ça la connaissance de soi aussi, c'est de pouvoir aller vers sur des méthodes qu'on a envie, qu'on est curieux et que pour moi tout est bien pour se connaître et les thérapeutes ils sont là pour voir une autre vision des choses, en fait. Le problème est là, on est là. Le thérapeute, il est juste là, il a une autre vision de la chose et il peut nous accompagner pour ça, en fait, pour avoir une autre vision. C'est pas qu'il sait plus, mais il a une autre vision parce qu'il est différent un angle différent. D'où l'intérêt de travailler non seulement dans l'amour, quand on est Mmh. médecin ou thérapeute ou naturopathe, etc., dans cette énergie de l'amour, mais en plus avec une vision la plus complète possible, la plus Mmh. holistique, pour percevoir soit intuitivement, soit par expérience. Tout peut venir des déséquilibres, etc., parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, avec notre logique un peu basique, de traiter le symptôme à la Mmh. base, alors que c'est vrai que c'est un jeu d'équilibre et de déséquilibre finalement. Oui, oui, c'est ça. Tout est question d'équilibrer. En fait, et ça, on peut faire qu'en faisant et en voyant qu'est-ce que c'est bien pour moi. Il y a quelqu'un qui te demande du coup, donc dans la même veine finalement que pour le sucre, pouvez-vous aider pour arrêter de fumer? Oui, arrêter de fumer, c'est pareil, c'est une addiction. Et pour moi, eh ben, il y a l'alimentation, il y a on va retrouver le goût hein, quand on arrête de fumer. Il y a des aides, il faut pas oublier les aides aussi, comme la nicotine, hein, parce qu'on est addict. Mais on peut, en travaillant en douceur avec tous ces axes-là, et il y a des choses qui vont super bien marcher, ça va être l'hypnose. Il y a beaucoup de, mais le problème, c'est que des fois, on va travailler un axe et on va arrêter de fumer, mais on va commencer à faire autre chose. Parce que là, c'est un symptôme, c'est pas la cause. C'est pour ça que c'est pas parce que ça marchait, je fume plus, que c'est régler le problème. C'est aller plus en profondeur. Et quand on travaille sur soi, des fois c'est douloureux parce qu'on va aller sur des, euh, des douleurs, des frustrations, des choses qu'on n'a pas réglées, des émotions qu'on n'a pas réglées. C'est pour ça que même quand on fait des techniques qui sont presque instantanées comme l'hypnose, il faut continuer pour traiter en profondeur la cause du problème. Il faut surtout éviter le sucre raffiné. C'est vrai, il y a plusieurs sortes de sucre. Hein. Tu peux peut-être nous en parler. En fait, Ce que tu valoriserais comme sucre en attendant pour. alors, moi, ce que j'utilise beaucoup à la maison, ça va être le sucre de coco, ça va être l'agave, ça va être, par exemple, le matin, mettre un fruit à la place de mettre la confiture. En fait, c'est faire un pain. Moi, ma fille, elle adore du pain avec de la purée de cacahuètes, avec la banane écrasée dessus. Elle adore ça. Et en fait, c'est valoriser, pour moi, l'aliment le plus simple. En tant que grand singe, ça va être les fruits. Hein, on a juste à croquer dedans. Euh, et en fait, le sucre, ça va venir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la glycémie qui est pas bonne pour nous. Et en fait, si on mange beaucoup de pain, la glycémie, elle va monter. Il n'est pas le goût sucré, mais c'est la glycémie qui va, pouf, ça va monter. Et en fait, comme j'ai dit, il y a des études aussi, euh, avec des souris, hein, c'est pas terrible, mais qui ils ont fait être accro à la cocaïne et accro au sucre. Et quand ils font un sévrage, qui redonne l'option de prendre un ou l'autre, ils vont aller vers le sucre. C'est très, très, très additif. C'est C'est juste, incroyable. C'est incroyable. encore une fois, c'est parce qu'on on n'aimait pas trop on dit, oh, c'est bien, c'est mon péché mignon, comme le fromage, hein. Beaucoup de gens me disent, oui, le fromage, c'est mon péché mignon. Mais c'est pas quelque chose de bon. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le plaisir. Il faut que ça soit un plaisir de manger, mais on peut remplacer le sucre par d'autres choses qui sont meilleures pour la santé et qu'on va avoir la même qualité de goût. Notamment les dates, on peut faire beaucoup avec les dates. On peut, Par exemple,
Par exemple, une idée, quand j'étais chez Irène Grosjean, là, il y a Mhm. 2 ans, elle m'a fait le matin, elle m'a mis des amandes toutes fraîches avec un peu de noix de cajou qu'elle m'a mixé devant moi dans son blender. Mhm. Elle a rajouté des dattes dedans pour donner un petit goût sucré. Elle Mhm. a mis un peu d'eau chaude dedans, un peu d'eau tiède, mais pas trop pour Mhm. ne pas cramer les fruits. Et ça me Oui. faisait un lait végétal bien sucré, mais tout naturel, excellent pour démarrer la journée. Et là, pour les enfants, c'est top. C'est ça. Moi, je fais à la maison, ce que je fais comme glace, c'est des bananes très mûres. Je vais mettre au congélateur et après, je vais juste mettre un petit peu de cacao, passer au mixeur. Ça fait une glace au chocolat qui est délicieuse. Il n'y a aucun sucre dedans et c'est très sucré. En fait, c'est ça, c'est valoriser et adapter les recettes d'aujourd'hui avec des produits qui sont meilleurs, et notamment pour la glycémie, parce que c'est cette glycémie qui monte et qui descend, elle est pas bonne pour nous, en fait. C'est une agression qu'on fait à notre corps. C'est pas juste des calories qu'on va grossir. C'est vraiment une agression qu'on fait pour notre corps. Mais comme tout dans la vie, si vous buvez tous les jours 2 verres de vin, vous n'allez pas mourir pour ça, mais ça fait pas. C'est vraiment quelque chose qui est agressif pour le corps. Mais on dit tout le temps, bah si le vin, il est bon pour la santé et tout ça. Et le sucre, c'est la même chose. Je dis, oh, mais c'est pas grave, Oui, juste un petit c'est ça, bonbon. et on s'habitue et on met quelque chose de nocif régulièrement dans le Oui, corps. oui, oui, on va pas mourir, mais voilà, on Et survit. Mais c'est ça, et c'est on pas. survit, on galère et on se fatigue parce que boire Oui, de l'alcool, en particulier quotidiennement, et on use le corps, on le fatigue, oui, on se met dans un autre état, etc. Et on s'habitue, donc on ne voit pas, on masque, oui, y oui, compris pour les. Par exemple, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je me suis mis à ça. C'est les jus de légumes le matin. oui, Avec un extracteur, jus de légumes. Alors dedans, on met une petite pomme ou une petite poire pour donner un petit goût un peu sucré, que ce soit le légume vert, le chou kale passe mieux pour les enfants. Mais et graines germées, tout ça. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ces oui. choses-là? Tu nous conseilles? C'est des super aliments en fait, c'est tout ça. Mais les légumes, ça va être les vitamines, hein, c'est vraiment, ça vient hein, tout dans le corps. Le problème de jus de fruits, c'est vraiment que ça va surcharger le foie. C'est pour ça qu'on va utiliser beaucoup plus des légumes que des fruits. Oui, oui. Il y a des contradictions, comme tout dans la vie. Moi, mon professeur Donatini, il dit que bah, pas de jus de légumes parce que ça peut avoir des bactéries et que ça peut bah, nuire à notre santé. Mais Pas de jus de voilà, il légumes. y a Lui, il dit pas de jus de légumes. Ah oui, il y a toutes ah les non, il dit jamais de la vie des jus de légumes. manger Voilà. les légumes à la croque, les carottes, etc. Pour lui, c'est vraiment, il faut blanchir les légumes. Et pareil, bah, tout ce qui est farineux, bah, c'est pas bon parce qu'il peut avoir des mycobactéries. C'est pour ça que il n'y a pas de ça ou ça. Bien C'est sûr. vraiment de voir comment Et voyons avec nos habitudes et à quoi nous pouvons nous habituer, ce que nous pouvons aimer les uns les autres. Je te pose une dernière question. oui, Avant de te dire au revoir, il est déjà presque 10 heures. On a beaucoup parlé, c'était super chouette. Apparemment, les gens, j'espère. les gens ont beaucoup aimé ce live parce on a toujours plus de 100 personnes qui suivent et avec plein de questions. Donc apparemment, les personnes ici, les amis qui nous suivent sont très très contents et contentes. Caroline nous demande, alors ça justement, c'est avec Irène Grosjean, on parle souvent de purge, de nettoyage, faire des jeûnes et puis se purger pour nettoyer son corps, etc. Est-ce que toi, tu aimes bien cette école-là? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà pratiqué Je pense que le jeûne, le purge? aider le corps à détoxifier, c'est toujours important, mais ça, on fait naturellement avec le jeûne de la nuit. En fait, on fait ça naturellement. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le jeûne intermittent parce que je trouve que c'est moins agressif. Les purges, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ça peut être très agressif pour le corps, indépendant de... il y a des gens qui vont boire des choses qui sont ça va brûler nos muqueuses en prenant ça. Il y a des gens qui vont prendre bah, des, 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 des substances qui, pour moi, je suis pas pour parce que ça va dérégler la flore microbactérienne. Mais le jeûne intermittent, j'aime bien. Le jeûne, j'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut que ça soit bien cadré parce que ça peut être plus, ça dépend de l'état de santé de la personne. Tu vois, c'est pour ça que c'est des questions très vastes parce Ouais, que tout il à faut fait. voir vraiment l'état de santé de la personne, les bénéfices et les risques. Mais qu'on en fait avec même des plantes pour faire cette détox,
si on n'a pas un bon microbiote, si on n'a pas des bons émontoires, qui ça va être la peau, le foie, les intestins et tout ça, les reins, si on n'a pas de tout ça avant, on va juste enlever les toxines, on va pas pouvoir les éliminer et on va réabsorber. C'est pour ça que c'est très compliqué et c'est pour ça qu'il faut voir un professionnel qui vous avez confiance pour vous aider dans cette détox. Si c'est trop intoxiqué, il y a des compléments alimentaires, il y a des choses qui peuvent aider à faire cette détox en douceur. Moi, j'aime pas, comme j'ai dit, j'aime pas travailler dans l'agression, j'aime bien travailler dans la douceur et la détox, ça peut être dans la douceur aussi. Est-ce que alors, tiens, quelqu'un nous demande, est-ce déconseillé de manger du chocolat 70% tous les jours? Alors, parce que le chocolat, on est beaucoup de drogués au chocolat sur cette planète. Moi, j'adore le Ouais, chocolat. ouais. Alors, le chocolat, en chrononutrition, on parle vraiment de manger pendant le goûter, faire avec 2-3 carrés de chocolat, avec les oléagineux, un yaourt végétal si on veut, une bonne tisane, un fruit. En fait, c'est de penser encore à la glycémie. On a mangé à midi et on ne mange pas jusqu'à 8-9 heures du soir. Et en fait, on va avoir cette glycémie qui est descendue. On a trop faim, on mange plein. Et on revient que le soir, c'est pour... si on a trop mangé, on ne va pas avoir une bonne qualité de sommeil parce qu'on est en train de digérer. Et on ne va pas détoxifier, c'est naturel. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire le jeûne intermittent le soir. Mais le chocolat noir, c'est vraiment quelque chose que je vais recommander. Vous pouvez tout à fait manger 2-3 carrés de chocolat noir parce qu'il y a le magnésium, il y a plein de choses qui sont vraiment super dans le chocolat noir pour qu'on puisse être encore suivre jusqu'au repas du soir sans avoir trop faim et qu'on va diminuer aussi notre apport calorique le soir. En gros, on évite les 3 tablettes de Lindt chocolat au lait tous les C'est soirs ça. avant de dormir. Hein? On C'est ça. essaye. Mais je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant ah je suis intolérante au lait, mais je mange du chocolat au lait. Mais non, parce que quand on regarde l'étiquette, on voit d'abord lait, c'est la plus grande quantité, c'est le premier ingrédient. Et en fait, on pense que parce qu'on voit pas, il n'y en a pas, mais c'est vraiment c'est beaucoup de lait dans Mais une tablette de chocolat mais au non, lait. mais c'est hallucinant, il faut regarder les étiquettes, il y a du lait, même j'ai vu dans les chips au paprika, etc., il y a du lait quasiment dans tous les plats préparés, mais c'est hallucinant, hein. Ah oui, 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 c'est addictif, hein. Je pense à ces millions de vaches là sur le plan pour les animaux, toutes ces millions de vaches sur la planète, ces centaines de millions, 300 millions de vaches à chaque fois à chaque année, 300 millions de vaches qui produisent du lait pour que nous mangions ce lait sous toutes les coutures, c'est hallucinant. Tous ces bébés veaux qu'on envoie à l'abattoir, etc. Il y en a dans tous les aliments, qu'on le veuille ou non, hein. Oui, 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 c'est exactement. C'est devenu tellement banal euh, qu'on n'arrive pas. Bah déjà, quand on voit les vaches, la quantité de lait qu'elles produisent, c'est vraiment aberrant et c'est totalement anti-nature en fait. C'est fou, hein. Eh oui. En tout cas, Alors, je pense qu'il y a plein, voilà, il y a pas mal il y a beaucoup de commentaires, il y a des questions, etc. En tout cas, ah oui, il y a Irène Grosjean qui dit que le café est un poison. Qu'est-ce que t'en penses, toi? alors, le café, c'est très compliqué. C'est juste que le café, il va être, comme il est torréfié, bah, il n'y a pas de, voilà, c'est un aliment mort aussi, hein. Je pense que c'est comme l'alcool et tout ça, on peut en prendre, il y en a des effets. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études aussi qui disent pour et des études contre. Euh, je peux pas trancher comme ça en disant c'est bon, c'est pas bon. Moi, j'aime pas travailler comme ça. Je pense que si la personne, moi par exemple, au Brésil, on boit beaucoup de café, hein, et moi, mon plaisir, c'était que le dimanche, j'allais chez ma grand-mère et elle me donnait du café avec du pain au beurre. Et aujourd'hui, de temps en temps, j'ai envie parce que je me rappelle de ma grand-mère avec son petit pain au beurre et le café que adapte, hein. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué de dire non, c'est néfaste pour la santé ou c'est très très bon pour la santé, prenez. Je pense qu'il y a plein de choses dedans pour en discuter.
Alors après, c'est vrai, moi je l'ai senti parce qu'il y a des périodes où je n'ai pas bu de café du tout et d'autres périodes où j'en buvais. Et dès que j'en buvais régulièrement, plusieurs tasses par jour, et en cela, je suis d'accord avec Anne Grosjean quand elle dit que c'est un chèque en blanc. C'est-à-dire que c'est Mmh. un excitant, mais comme la théine Ouais. aussi, hein. Et si on Ouais, en ouais, prend beaucoup, elle masque une fatigue ouais. naturelle. Oui, oui. Et elle va tirer une fausse énergie et qui va Mmh. nous épuiser dans le fond. Alors Oui, peut-être ce que l'on peut dire, pour rester nuancé et pas bannir totalement un aliment ou un autre, oui, c'est quand même que ça reste un excitant. Et oui. plus on peut se passer des excitants, surtout quand ils sont trop réguliers dans la Mmh. journée, mieux on se préserve notre équilibre de fond. Ça, c'est peut-être Oui. d'accord pour dire ça. Exactement. C'est vraiment, il y a des gens qui font boire 10 tasses de café par jour. C'est énorme. C'est C'est fou ça. ça, oui. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, nous, on est des êtres omnivores, on pioche dans l'alimentation. Si on boit 10 tasses de thé, ou de café ou de thé, ça veut dire qu'on nous a empêché de prendre d'autres choses qu'il y a dans la nature. La nature, elle est tellement abondante. Je pense que c'est ça. Le corps, il aime pas qu'on en fait toujours la même chose. C'est pas bon et on va développer même des intolérances alimentaires parce qu'on prend toujours la même chose. Pour moi, c'est vraiment très important de varier le plus possible. C'est ça. Et pour terminer sur le café, j'ai une expérience là récemment, c'est que ces derniers mois, alors que j'avais arrêté pendant un an le café, ces derniers mois, je m'étais remis à boire 1 ou 2 tasses par jour. Et Mmh. j'ai remarqué, on peut être très très vite addict. Pourtant, je ne suis pas addict à grand chose dans l'alimentation, mais alors Mmh. ça, je l'ai très fort à la caféine. Et, Mmh. et donc, ça fait maintenant 15 jours que je n'en bois plus du tout, parce que je ne Mmh. le sentais pas. En plus, moi, ça me faisait des problèmes aux intestins, etc. Oui, oui. C'était pas Bah bon du oui. tout. Et je te jure que les 5, 6 premiers jours, j'étais très mal. Ouais. Je Ouais, n'avais ouais. pas ma tasse de café, j'étais fatigué, j'avais envie de m'attaquer à rien, j'étais mou, j'avais pas ma drogue. Bon, Oui, oui, puis, au bout exactement. d'une semaine, 15 jours, alors moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire un jeûne de 3 jours, tu vois. Comme Mmh. ça m'a coupé avec ça et je l'ai pas repris, en fait, le café. Mmh. Mmh. Et je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de me l'enlever, tu vois. Oui, 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 c'est vraiment le café, je prends vraiment très, très peu de temps en temps. Comme j'ai dit, ça me fait rappeler ma petite grand-mère, mais Ouais, c'est vraiment comme un petit plaisir de temps en temps, mais ouais. c'est pas un produit qui est bon pour la santé, comme on veut encore dire, oui, prenez le café. C'est devenu comme l'alcool. Il y a beaucoup de publicité là-dessus, mais c'est pas quelque chose qu'on a besoin pour être en bonne santé, même s'il y a des effets qui montrent, hein, qui peuvent être bien, mais comme le lait, hein, on a des effets aussi qui disent oui, le lait, c'est bien pour la santé. On ne sait pas. C'est pour ça que des fois, dans ces sujets-là, je préfère rester sans trancher parce que je pense que Ouais. il n'y a pas vraiment un tranché à quelque chose, en fait. Il y a des, comme le lait, il y en a des, oui, il y en a du calcium, il y a des protéines, comme tu avais dit, hein, au début, en disant que à l'époque, bah, il y avait besoin d'une protéine facile. C'est pour ça qu'on peut pas, pour moi, il n'y Valait a pas mieux ça que une rien sévérité. sur un plan nutritionnel, en tout cas. Oui, c'est Pour ça. exploiter les animaux, mais il y avait un Oui, sens. Il y avait un sens. exactement. Euh, Exactement. et allez, on prend une dernière question avant, puisqu'on était dans les boissons, avant de se dire au revoir. On nous demande pour le thé, parce qu'il y a de la théine, etc. Le Mm. thé vert est-il, alors selon toi, ton expérience ou ton avis, et je pense que tu vas encore nous apporter une réponse nuancée, mais le thé vert Oui. est-il nocif à la santé? Le thé en général et le thé vert. Alors, le thé vert, il est antioxydant, ça va être très bien pour la santé, mais le fer, il va être pourra mieux absorber le fer, notamment le fer non héminique qui est moins facile à absorber que le fer héminique. On va utiliser si on a de oxalate, si on a des théines, caféine et tout ça, on va empêcher la bonne absorption du fer. C'est pour ça que quand tu parles de ça, ça peut être ça. C'est pour ça qu'on va dire on va pas manger au même repas. Et on a cette habitude de boire un café après avoir mangé notre repas. Pour les gens qui mangent de fer héminique, ça peut être bon parce qu'ils vont pas trop absorber des fers, mais pour les véganes, on peut empêcher cette bonne absorption du fer non héminique. Mais encore une fois, je vais être nuancée, mais le fer, le thé vert, il est antioxydant, il va être bon pour la santé, mais Donc il y a des bonnes il ne faut choses. pas boire 10 tasses par Ça jour. dépend de la quantité hein, pour beaucoup de choses, hein, Ouais. finalement. Hein, on est d'accord. Ah, on a du mal à t'entendre. Alors, est-ce que c'est chez moi?
tellement, elle est tellement. Voilà, Là, Daniel, on mon t'entend. truc, il est Daniel, bon. on t'entend. Voilà. Oui, Bon, en tout cas, non, j'ai dit que pour le thé vert, c'est pourquoi rester qui dans le thé vert si la nature elle est abondante, il y a tellement de bonnes tisanes qu'on peut faire. c'est ça. Voilà, varier le plus possible, piocher dans tout, ça va être toujours bénéfique. T'encourages aussi à boire plutôt entre les repas? En fait, c'est quand on boit trop dans le repas, on va diluer les sucs gastriques et du coup, on va avoir plus de mal à digérer. C'est pour ça que, mais c'est naturel que quand on mange, on va avoir soif. C'est pour ça que quand on a soif, c'est parce qu'on est déjà déshydraté. Moi, je conseille aussi de ne pas trop boire le soir. Il y a des gens qui n'ont pas bu de la journée et le soir, ils ont soif parce qu'ils sont déshydratés. Ils vont boire, boire, boire et ils vont se réveiller 2-3 fois pour faire pipi. Le soir, c'est pour dormir. Alors, on boit tout au long de la journée. On peut même faire des petites bouteilles comme ça qu'on voit à 6 heures, j'ai pas fini. J'ai fini ma petite bouteille et on fait des petites gorgées la nuit parce que le but de la nuit, c'est de dormir. C'est pas de se réveiller 3 fois pour faire pipi. C'est ça, c'est ça. Et une question quand même importante, Oui. où trouver le calcium pour terminer? Parce que c'est vrai que là, on est sur une page où beaucoup de gens se déshabituent des produits laitiers, où ont cette tendance, où ont peut-être la volonté, et on se demande toujours, mais alors, le calcium, où est-ce qu'on le trouve? Oui, alors le calcium, on va trouver beaucoup dans les amandes, dans le brocoli, dans l'orange, dans le chocolat noir. Il y en a du calcium pour même les légumineuses, on va avoir du calcium. C'est pas difficile de trouver du calcium. Et même là, les produits laitiers, les produits végétaux, ils vont avoir du calcium ajouté. Mais même s'ils ont du calcium dedans, mais ils vont ajouter aussi le calcium. Le calcium, on ne va pas prendre des complémentations s'il n'y a pas un problème. Et le sel va empêcher un petit peu l'absorption du calcium. Et important, le calcium, c'est comme les muscles, il faut travailler. Si on ne fait pas de sport, si on ne bouge pas, on ne va pas avoir cet impact sur les os pour qu'ils soient résistants, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient c'est pas juste l'alimentation. On est des êtres qui bougent. Alors, il faut qu'on les use pour qu'ils soient musclés comme nos muscles. Et aussi les légumes à feuilles vertes? Les légumes à feuilles vertes, oui, c'est ça. Au départ, avoir une bonne. Pardon, excuse-moi. Oui, les choux, les choux cales et tout ça, c'est vraiment c'est des super bonnes sources de calcium. Et la vitamine D, c'est important parce que manger plein de calcium, c'est intéressant, mais s'il n'est pas fixé, c'est pour Oui. ça que tu parlais beaucoup de vitamine D tout à l'heure au début, quoi. C'est ça, c'est ça. Tout est lié, tout est important. C'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir varier le plus possible l'alimentation, être bien dans sa tête, être bien dans ses émotions, et du coup tout roule en fait, parce que nos intestins sont notre premier cerveau. Et quand on n'est pas bien, on va avoir mal au ventre, on va avoir des problèmes gastriques, et on va manger sans trop mâcher, hein, on gobe les choses et on va pas pouvoir absorber les nutriments des aliments aussi. Tu vois, c'est ça que c'est super complexe. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Les acides aminés, donc qui constituent les protéines, les petites briques de protéines pour faire les protéines, les acides aminés, on les trouve où? Alors, c'est dans l'alimentation variée le plus possible. On va parler dans le véganisme, on parle de varier, de combiner dans le même repas. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas besoin de mettre dans le même repas les légumineuses et les légumes, tout ça pour les légumineuses, hein, pour les céréales, pour avoir toutes les acides aminés. Mais pour moi, l'alimentation, c'est pas dans une journée, on peut faire dans une semaine. En fait, on a beaucoup mangé un jour, le lendemain, on va manger moins. Et les acides aminés, pareil, c'est pas, on évite toute complémentation, même si aujourd'hui en France, on va parler plus de faire dans l'alimentation. Moi, j'aime bien les micronutriments, hein, mais normalement, si on mange une alimentation variée, on va avoir tous les acides aminés pour être en bonne santé. À Bon, condition de bien marcher, à condition d'avoir assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac pour pouvoir digérer tout ça et que les intestins ils soient en bonne santé pour absorber tous ces nutriments qu'on est en train d'ingérer.
Bon, tu es prête pour une dernière question qui n'est pas fréquente. On nous demande toujours comment on perd des kilos, comment on perd des kilos, mais là, c'est Willis qui nous demande du poids. Je veux prendre du poids, des conseils, s'il vous plaît. Moi, oui, j'ai des clientes qui viennent pour ça. On va travailler aussi ces côtés émotionnels. Je pense que pour perte et prise de poids, c'est toujours le côté émotionnel qui est très important à travailler. Mais de manger, des fois, c'est vraiment de pouvoir se connaître et de voir si on peut manger plus régulièrement, parce que normalement, quand on pense on n'est pas réussi à grossir, c'est qu'on n'arrive pas à faire des gros repas. On a un petit estomac. Et en fait, de faire peut-être de petits repas, ça permet de manger plus de calories. Mais après, c'est vraiment très complexe hein, comme question, parce que on va manger des oléagineux, mais pour moi, une alimentation variée, ça va toujours pouvoir rebalancer tout ça. Mais une perte de poids, qu'on n'en arrive pas à gagner du poids, ça peut être une maladie aussi, ça peut être un diabète, ça peut être un problème de thyroïde. Il y a tellement de choses. C'est pour ça que c'est très complexe de répondre des questions vastes comme C'est ça. ça. Sans connaître la personne, sans Oui. voir la vie de la personne, sa psychologie, son passé, son Oui. énergie, son ressenti, son alimentation, son rythme. Donc Des voilà, fois, les gens pensent qu'on est radine que je suis radine de de conseils, mais réponse. c'est pas ça. C'est juste que on peut Ouais, pas, comme bien sûr. encore une fois, c'est mettre dans une généralité sur une chose qui une personne, elle est très très unique. Je peux pas, Bien voilà, sûr. lui permettre de donner des conseils comme ça. D'accord. Bon, on va pas lui dire de manger plein de pain d'épices, de bonbons et de pizza. Ça va pas être du Non, plaisir, hein. ça va pas être bon pour son Voilà. corps, et même si elle a un problème d'absorption De toute ou façon, même ça de ne fonctionnera diabète, pas. Ça ne oui, ça fonctionnera pas de fonctionnera toute pas. façon. Ouais, ouais, Louis demande, faut-il être plus vigilant? Alors voilà, ça c'est la conclusion. D'accord? On d'accord. conclut avec ça. À toi de te débrouiller. Faut-il être finalement plus vigilant en étant vegan qu'avec une alimentation traditionnelle? Moi, non, je pense que on voit dans les assiettes, et moi je vois les clients qui viennent me voir, ils mangent énormément varié, et ça c'est génial. C'est ça pour moi la richesse, quand on commence à vraiment à s'intéresser à l'alimentation et aux textures et à apprendre des choses. Mais je pense en prenant la B12, il n'y a aucun problème bien sûr. Moi, ce que j'ai dit tout le temps, c'est pas parce qu'on est vegan qu'on est healthy. Si les chips, c'est vegan, hein, et c'est pas pour ça que si je mange des chips, je vais être en bonne santé. Si je mange des patates au long de la journée, c'est vegan, mais ça va pas être bon pour la santé. C'est vraiment de varier le plus possible. Mais un omnivore qui va manger matin, midi, soir, qu'il y ait du pain ou des pizzas, et moi j'ai soin, hein, des gens qui vont manger qu'il y ait des bêtises comme ça, et ils sont carencés. Une obésité, c'est une carence. C'est en dehors de plein d'autres choses, mais ça peut être une carence alimentaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vigilance. Je vois pas ça comme ça. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes ici ont été ravies, vu tous les commentaires. Donc, le live a été éclairant, intéressant. Tout le monde trouve que tu es inspirante, pétillante. Tu as un sourire qui fait du bien. Mm. Donc, d'abord, on te remercie pour ton chemin, pour tout ce que tu es en train de Merci. faire pour nos frères et sœurs, les êtres humains et les animaux Mm. aussi, par la même Mm. occasion, et la planète, parce que c'est un tout. Oui. Merci, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. On te souhaite vraiment une très, très, très belle route et beaucoup de succès dans ce que tu fais. Je vois que ça inspire beaucoup. Et je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot, mais en tout cas, de la part de tout le monde ici, un grand merci hein, d'avoir pris du temps pour nous. Non, merci à toi, Guillaume, vraiment. Merci à toutes les questions. Merci à tout le monde qui était là. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, hein, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce côté éthique des animaux, parce que même de la planète, hein, on a parlé un tout petit peu, mais je pense que, comme j'avais dit au début, il n'y a pas un sujet qui est plus important que l'autre. Je pense que aujourd'hui, mon rôle, c'est plus de montrer que c'est possible nutritionnellement, mais ça vient avec, en fait. Quand on fait ça pour notre santé, pour notre nutrition, on va penser forcément aux animaux. On va être impacté la planète. On est tous dans le même, on est co-créateurs de cette belle planète, de pouvoir. Et moi, j'ai beaucoup de foi dans l'humanité, et je pense vraiment que on va pouvoir s'en sortir. Et il faut toujours qu'on demande qu'on fasse les choses, qu'on puisse oser faire des choses pour changer ce monde-là qui est un petit peu des fois un désordre. Mais on peut y aller. On peut y aller.
Bon, bah, ça nous donne encore un peu plus de punch et d'espoir de t'avoir vu ce soir. Merci beaucoup. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci. Eh bien, en tout cas, on te souhaite une belle route. Je vous souhaite à tous et à toutes ici, les amis qui nous avaient suivis fidèlement toute la soirée. Voilà, en même temps, je mets les derniers commentaires. Eh ben, merci, je vous souhaite une très très belle nuit. Le prochain rendez-vous dans la rencontre, ce sera Sophie Rabi et son ami, son mari, donc la fille de Pierre Rabhi, qui ont fait une école et un écolieu, une école Montessori et un écolieu, et leur chemin aussi est très très intéressant. Donc on les rencontrera d'ici une semaine, 15 jours, pas avant 15 jours. Là, on est en train de définir la date. Et voilà, les amis, si vous avez d'autres idées de personnes aussi inspirantes que Daniel à inviter pour toujours apporter plus d'idées, voilà, de bois à notre grand feu de joie, eh bien, n'hésitez pas, les idées sont les bienvenues. Belle route, Daniel, merci. Hein. Merci bien, toi aussi, et j'espère qu'on se recroisera très brièvement. Voilà, bah merci. Et puis, n'hésitez Merci. pas encore une fois à aller liker la page de Daniel, allez voir son site web, et puis pourquoi pas, bah, si vous en avez besoin, je pense que vous êtes entre de bonnes mains, allez consulter. Voilà. Hein. Merci. Merci. Bonne nuit tout le Salut, monde. Allez, ciao, ciao. salut. Au revoir. Au revoir.